Bienvenue à un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Sandrine de Silo 57 ou Silo Voyage qui est venue nous parler là, de son travail de journaliste. Dans le fond, elle écrit des... journaliste, je sais pas si c'est ça son... Elle travaille pour les communications, en fait, pour elle écrit Silo des Voyage, articles puis elle crée du contenu pour Silo Voyage. Elle fait des voyages de presse. C'est surtout de ça dont on a parlé, mais principalement de son trip au Cap-Vert qu'elle a fait, un trek de 4 jours. c'est l'organisation Rose Trip, qui est une organisation française. Puis, en fait, ils ont été invités là, à participer à ce trip-là. Quand même, dernièrement, là, je pense que c'était en mai dernier qu'elle a participé. Fait qu'elle est venue nous parler de vraiment de l'organisation, de tout son trip durant ces 4 jours-là, de la préparation, du avant, pendant, après. De comment c'est de vivre l'expérience en tant que participante qui vit beaucoup d'émotions puis beaucoup de défis physiques. Et en tant aussi que professionnel qui doit toujours penser à... son travail, le contenu qu'elle doit créer. Fait que c'est vrai, ça apporte vraiment un défi supplémentaire à son expérience. Vraiment. Ouais. C'est le fun de voir un type de voyage ou une type de voyageuse différent de quelqu'un qui voyage pour le plaisir. Elle voyage aussi pour le plaisir, mais là, on a vraiment abordé les voyages professionnels. Fait que c'est le fun de voir cet aspect-là. Puis aussi, pour ceux qui seraient intéressés à travailler dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, ça peut être vraiment intéressant là, de voir c'est quoi le type de travail, c'est quoi ses études, puis tout ça. Ça ressemble à quoi aussi une journée, là, le genre de tâches que tu as comme au quotidien. Là. Ouais. Ça paraît qu'elle est passionnée de son voyage. Quand vous allez l'écouter, vous allez l'entendre dans sa voix, mais aussi dans ses yeux. Elle est comme super pétillante. Fait que, coup de cœur pour cette personne. Alors, bon épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, on vous amène au Maroc pour vous parler de notre itinéraire de 14 jours qu'on a fait là-bas. Donc, on est atterri à Casablanca, puis on est reparti de l'aéroport de Marrakech. Donc, on a vraiment booké 2 vols différents pour pouvoir visiter le plus possible de trucs au Maroc. Sans faire l'aller-retour. C'est ça, exactement. Donc, en commençant par Casablanca, on a dormi dans une auberge jeunesse qui était comme typique marocaine, qui était vraiment très charmante. La plupart des auberges jeunesse là-bas sont très typiques marocaines. Donc, faut pas que tu t'attendes à une auberge jeunesse européenne, exemple. Exactement. C'est vraiment... T'es vraiment immergé là, quand t'es dans les auberges jeunesse. On est resté vraiment pas longtemps. On est allé visiter la mosquée de Casablanca, qui est vraiment très impressionnante à voir. Pour voyager, on a pris des taxis. Puis, en fait, on n'a pas loué de voiture au Maroc parce que c'était plus facile de voyager en train, en bus, puis en taxi. Donc, ça a été nos moyens de déplacement sur place. Ensuite, on s'est dirigé vers Essaouira, qui est un petit village côtier, un petit village de pêcheurs où est-ce qu'on a pu profiter de la plage, voir des dromadaires sur la plage aussi, visiter des souks. Des souks, c'est comme des petits marchés qui sont présents dans les villes. On peut, entre autres, retrouver des souks dans les médinas. Les médinas, c'est comme une petite ville. Ça ressemble vraiment à un labyrinthe, en fait. Là. C'est vraiment comme une petite ville, on dirait, fermée, où est-ce que tu as plein de petits trucs que tu visites habituellement là, à la marche. Puis c'est vraiment facile de se perdre. Donc, notre carte SIM a été vraiment utile dans ce contexte-là parce que ça nous a permis de retrouver notre chemin. Notre chemin sur Google Maps, là, la plupart du temps, t'es perdu entre 2 petites rues, puis Google Maps, il les affiche vraiment bien, là, les petits chemins dans les médinas. Fait que vraiment pratique. Oui, fait qu'on remercie Siméo pour ça parce que ça a vraiment été pratique de l'utiliser dans ce contexte-là. Par la suite, on s'est dirigé à Marrakech, qui est la capitale du Maroc, en fait, une des plus grandes villes du Maroc. Un incontournable. Vraiment un incontournable. On a visité justement les médinas, les souks, les marchés. Puis moi et mes amis, on a fait un hammam qui est comme un spa marocain. Bref, je vous invite à en faire un si vous planifiez un voyage au Maroc parce que c'est vraiment une expérience traditionnelle et vraiment unique. Donc, ça vaut vraiment la peine de prévoir un hammam durant votre prochain voyage au Maroc. Puis, on a finalement terminé par le classique désert de Merzouga. Donc, on a réservé un genre de forfait tout inclus pendant 3 jours. On venait nous récupérer à Marrakech. On a dormi une nuit dans un hôtel dans le désert. La 2e nuit, on a dormi dans des tentes, vraiment en plein milieu du désert. C'était tu peux voir les incroyable. Étoiles, monter des dunes. C'est fou. Puis ça, tu peux le booker directement à ton hôtel. La plupart des hôtels offrent
le petit voyage là, pour se rendre au désert, puis, qui est super sécuritaire. Fait que, à faire absolument. Oui, puis c'est une expérience unique. On a vécu vraiment des fortes émotions en étant là-bas. Puis, j'ai pu appeler là, en FaceTime mon chum sur place pour y montrer à quel point c'était impressionnant le désert. Tout ça, encore une fois, grâce à ma carte eSIM Simeo. Donc, on vous invite à télécharger l'application Simeo pour pouvoir... Restez connectés dans votre prochain voyage, surtout en plein désert au Maroc. Bon épisode! Sandrine, bienvenue sur J'ai mon voyage. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un peu complexe pour une date. Là. On dirait que ça a comme été un peu plus long, mais finalement, on est là ce matin et on est super contente que tu sois ici avec nous. Merci, je suis bien excitée. Avant qu'on commence et que tu nous parles de toi, on débute avec des questions d'écolage. Okay. Pour rentrer dans la thématique, c'est ça, voyage. Fait qu'on débute avec ça, puis après, on pourra rentrer dans le vif du sujet, puis tu pourras te présenter pour que nos auditeurs apprennent plus à te connaître. Parfait. Quelle est ta destination préférée? Ouh, mon Dieu. Une que j'ai visitée ou une que j'ai... Ben, probablement, j'imagine. Ouais. Une que j'ai visitée. Ouais. Oh, mon Dieu. Ah, wow, c'est une grosse question quand même. Faire un choix. J'ai vraiment aimé, celle qui me vient en premier, là, c'est la Croatie. OK. C'était comme mon premier voyage que je faisais avec mon ami backpack 3 semaines en 2017. Puis j'ai eu un coup de cœur pour ce pays-là. T'es allée en été, j'imagine? C'était en avril-mai. Fait que c'était comme le moment où il n'y a pas encore trop de touristes. Puis c'est un bel amalgame là, entre le bord de l'eau, les îles. Tu peux faire aussi de la randonnée. Il y a comme un parc national super beau avec de la verdure. Fait que... Puis les gens sont tellement fins là-bas. Culture trop belle. Fait que voilà. J'adore. Oui. Pas mal en même temps? Ben, pas mal au mois de mai. Avril-mai, oui. Aussi, en 2017. En 2017. Ah, mon Dieu! Ben, on était peut-être au même avec moi, ton voyage? Je sais pas. Depuis quand le voyage est une passion pour toi? Wow! Depuis aussi loin que je me souvienne, je pense, j'ai toujours voyagé. Mes parents nous ont vraiment... Ben, c'est un peu classique comme histoire, là, mais ouais, nos parents nous ont fait voyager depuis un jeune âge, là, des gros voyages. J'ai été comme en Corse. Puis c'est des voyages de 3 semaines avec ma famille, puis mes 2 sœurs, mes parents, mes 2 sœurs. C'est cool. Ouais, fait que je pense que c'est depuis avant mes 10 ans, là. J'ai pas l'âge précis, l'année précise, là, mais ça a toujours fait partie de ma vie. Puis quand tu voyageais avec ta famille, c'était, mettons, dans des Airbnb? C'était de quelle façon que vous voyagez? Des fois, on louait des chalets / maisons dans des endroits stratégiques. C'était très road trip aussi. On louait des autos. C'est comme mon voyage en Corse. On a loué une auto puis on s'est promené comme de bout à l'autre de la Corse. Puis je me souvenais que c'était même très dangereux sur les bords des ravins, là, mettons. Mais ouais, fait que c'était très ça. Pas des tout inclus. C'était très aventure, découverte. C'est quand même moins commun là, dans ce temps-là. Mettons, il n'y a pas beaucoup de monde de notre âge, on dirait, qui ont eu cette chance-là avec leurs parents. Là. C'est vrai, c'était comme... souvent justement tout inclus, ou aller dans le sud, ou Disney, ce qui ou aller à vraiment Whitewood. Moi, c'était ça mes voyages. Là, Disney, c'est Cuba, puis aller aux États-Unis. Là, ouais. Absolument, ouais. Fait que nous, c'est ça, c'était très road trip Europe, aussi aux États-Unis. C'est puis, cool. J'ai même eu la chance aussi de faire des camps de vacances aux États-Unis, 2 semaines pour apprendre l'anglais. Fait que ça a été très rapidement inculqué dans nos valeurs, mettons. Les parents qui font voyager leur enfant, c'est oui, là. C'est une grande chance, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis je connais des gens qui ont pris l'avion la première fois à 20 ans, mettons. Fait que je trouve ça, c'est ça, je suis privilégiée. Oui, vraiment. Ouais. Et combien de fois par année voyages-tu? Ben là, depuis mon travail, je voyage un peu plus. Là, je dirais que dans la dernière année, j'ai fait environ 3-4, puis je pars dans une semaine et demie. Tu vas où? Je m'en vais en Grèce 3 semaines, toute seule. Nice. Ah, wow! Fait que c'est ça, environ, ben là, mettons, avec le voyage, c'est ça. Pas le voyage, le travail, environ 4 fois par an. Très gros. Puis sinon, je sais pas, 1 à 2 fois, je dirais. Là, j'essaye au moins une fois. Avant que je fasse le travail que je fais aujourd'hui, une fois minimum, j'essayais. C'est bon. Quel genre de voyageuse es-tu? Je suis une voyageuse qui est aventurière, j'imagine. Je sais pas, c'est vaste comme question, mais en même temps. Mais mettons, t'aimes, je sais pas, moi, quand c'est tout organisé, quand c'est un peu...
dernière minute? T'aimes les longs voyages, les courts voyages? Tu voyages dans des auberges jeunesse? T'es comme... Ouais, c'est vrai, il y a plein de choses à dire. Très voyage backpack. Fait que j'aime ça. Tu sais, pas nécessairement avoir une valise, là, comme me promener. Auberge de jeunesse. J'aime beaucoup. J'aime ça quand c'est un itinéraire puis que j'ai le temps de visiter un endroit pour vrai puis de me poser, pas juste aller 2 jours dans un pays puis quitter vers un autre pays, si j'ai la chance. Pour moi, un temps idéal, ça va être un bon 3 semaines. Je trouve que minimum, ça me permet vraiment de m'immerger quelque part. Puis t'aimes faire quelque chose. Tu dis que t'es aventurière, fait que t'es pas du genre à être à la plage pendant comme 4 jours. Puis, Non, j'aime ça, me prévoir comme des activités, mais pas trop d'avance nécessairement, là, suivre mon flow aussi d'énergie. Mais tu sais, j'aime ça aussi faire des activités locales. Fait que je sais qu'avec Airbnb Expérience, par exemple, là, tu peux tu peux te réserver des activités avec des locaux dans leur maison. Fait que j'aime vraiment ça, goûter à quelque chose de très typique de l'endroit. J'ai été au Maroc, par exemple, puis... j'aimais ça, comme pouvoir prendre le temps avec les locaux de prendre le thé. J'ai été aussi en Italie, puis j'ai réservé comme pour faire du pesto puis des pâtes chez quelqu'un vraiment dans sa cour. C'est bien hot. Fait que ce genre d'activité-là, j'aime ça. Aventure, ben là, j'ai fait aussi des grandes randonnées, tout ça. Fait que je pense à un amalgame de tout. Je pense que ça dépend en fait de mon objectif, mon mood, mon énergie. Type de pays aussi, là. Oui, type de pays. Puis on dirait que je suis rendue à un moment dans ma vie aussi où j'ai envie de me distancer de tout prévoir au quart de tour. Comme j'aime ça arriver sur place, peut-être me prévoir, la première semaine, mettons, si je voyage 3 semaines, mais après, me laisser la chance de voir où j'en suis une fois là-bas. OK. Ouais. Puis là, dans le fond, tu pars seule dans 3 semaines. Est-ce que c'est ton premier voyage seul? Non. OK. J'ai fait un voyage de 2 mois en 2022. Okay. J'ai passé 5 semaines en Italie, puis après ça... Avec des gens que j'ai rencontrés en Italie, je me suis fait une amie allemande, puis j'ai été la voir chez elle. J'ai passé quelques jours dans sa famille à Francfort. Après ça, je suis allée en France. J'ai bougé un peu. Fait que c'est pas ma première fois que je voyage seule, mais on dirait qu'à chaque fois, c'est comme de se replonger dans quelque chose. C'est toujours un peu confrontant voyager seul. On se découvre tout ça, mais c'est de vivre sa solitude et d'apprendre à être bien avec ça aussi ailleurs, puis se faire confiance. Et tout Vraiment. ça. Ouais. Et la dernière question avant qu'on décolle. Quel est ton must dans un voyage? On en a un peu parlé, mais tu sais, mettons, toi, c'est quoi ton must? Très bonne question. En termes de choses que j'amène, mettons, ou... Ça peut être en termes de choses que tu amènes ou, mettons, sur place. Exemple, moi, Pidoum, c'est classique sunset, là. C'est sûr qu'on est à la recherche constamment de place pour... De la meilleure place pour voir un sunset. Ben, mettons, j'en ai 2. Ça serait de trouver un bon endroit pour prendre un petit café, me poser, puis comme voir les gens vivre leur quotidien là-bas, puis observer. Puis avec ça s'accompagne de mon petit carnet pour prendre des notes et déposer sur papier ce qui m'habite dans mes observations, mettons. Mes réflexions. Fait que ça serait ça. Tu notes à tous les jours, mettons, comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais, puis... Ouais, peut-être pas tous les jours, mais ça peut être plusieurs fois par jour, des fois, juste quand je me pose quelque part. J'aime vraiment ça. Je le fais même pas dans mon quotidien vraiment, mais en voyage, pour moi, c'est comme le moment où je laisse aller ma tête. Surtout quand je voyage seule, on dirait que j'ai plus l'espace de le faire. Fait que oui, d'immortaliser des émotions ou des belles interactions que j'ai eues qui m'ont vraiment fait du bien, puis des gens que je veux pas oublier, par exemple, le petit monsieur qui m'a servi un petit café puis qui a été super aimable, mettons. Ben, j'ai envie de déposer sur papier pour pouvoir m'y replonger, mettons, plus tard. C'est vraiment beau ce que tu dis. Parce que, ben moi, je n'écris pas quand je vais en voyage. Puis l'année passée, on est allé en Suisse avec une amie qui, elle, écrit à chaque soir, mettons. Elle fait un recap de sa journée. Puis je réalise... Tu sais, c'est pas que le petit détail qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on se rappelle pas, mais que sur le moment, c'est comme ça qu'on se sentait. Fait que juste de relire ça, ça avait beaucoup de nostalgie, mais en même temps, c'est tellement beau de se rappeler les petits moments plutôt que juste qu'est-ce qu'on voit sur photo quand on replonge, mettons, dans nos souvenirs voyages. Fait que c'est vraiment beau de faire ça. Puis est-ce que tu as un carnet pour chaque voyage ou c'est comme un carnet voyage, tout est là-dedans? Là? Chaque voyage, je m'en achète un autre. J'ai pas envie, on dirait, c'est peut-être que je suis trop rigide, mais je veux pas comme mêler des voyages. On dirait que pour moi, c'est comme un autre chapitre, un autre moment dans ma vie aussi. Fait que je m'achète comme un nouveau petit cahier. J'ai un crayon favori là, que j'adore, qui écrit trop bien, fait que ça glisse bien sur le papier. Fait que, un nouveau cahier à chaque fois que je pars. Fait que ça, c'est vraiment mes must. Mais toi, t'es bonne en écriture, là, tu sais. Tu travailles là-dedans. Fait que j'imagine, t'es-tu capable de comme...
te sortir un peu de ton travail quand tu fais ça, tu sais, ou faut que tu respectes tes standards, mettons. C'est vraiment challengeant. Je trouve ça drôle que tu me poses la question parce que tu disais ça me faisait penser à ça. En fait, c'est comme... Avant, je me mettais énormément de pression. En fait, c'est encore un work in progress, là, si je peux dire, excusez l'anglicisme, là. Mais encore aujourd'hui, c'est comme... Je me mets une pression de faire des belles phrases, de déposer sur écrit tout, absolument. Puis ça fait des fois en sorte que je le fais pas parce que je suis comme, mais là, je veux pas que ce soit trop une pression puis trop une charge. Fait que des fois, je me laisse aller puis j'écris des mots-clés. J'essaye, là, tu sais, il faut que je me force à me détacher peut-être un peu plus de la perfection parce que dans la vie de tous les jours, je suis habituée justement que ce soit un beau texte écrit, des belles phrases qui se lisent bien. Alors que oui, là, je peux juste écrire au parler, je peux faire des dessins si je veux, je peux faire n'importe quoi. Là. Je peux faire une phrase qui se dit pas. Là, exactement. Fait que là, c'est rendu un jeu d'essayer que ce soit plus comme ça, mettons. Ouais. Puis là, on a fait référence quelquefois à ton travail. Veux-tu nous parler plus de toi, de ce que tu fais dans la vie? Parce que c'est entre autres ce qu'on va aborder aujourd'hui, là, parce que ça t'amène à voyager. Fait que je te laisse aller. Oui, parfait. Ben, moi, mettons, mes études, j'ai étudié en communication, relations publiques, mais aujourd'hui, je suis productrice de contenu pour un média qui s'appelle Stylo57/Stylo Voyage. Fait que j'écris des articles pour faire découvrir un peu la scène culinaire montréalaise, faire découvrir des activités, des choses à faire, puis aussi tous les voyages, fait que les road trips au Québec, mais aussi à l'international, fait que des guides de voyage, des recommandations. Fait que je fais ça de ma vie depuis 2 ans maintenant. Puis c'est aussi de la création vidéo, création de contenu. Ça m'amène aussi à rencontrer plein de gens. Puis à mettre sur papier en fait des histoires, du storytelling à travers des expériences vécues, dont des voyages de presse. Puis plein d'événements, des activités assez aussi éclatées, comme un saut en bungee, par exemple. Fait que c'est assez varié. Puis est-ce que vous vous faites approcher pour vivre ces expériences-là puis le documenter? Ou, tu sais, par exemple, quand tu parlais d'expériences culinaires plus à Montréal, est-ce que c'est toi qui trouves les petits restos puis tu fais ressortir ce que tu trouves? Comment ça fonctionne? Oui. Ben, c'est un amalgame des deux, je dirais. Là. Des fois, on se fait approcher parce que... en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a comme généralement une agence ou une relationniste de presse qui représente un restaurant, par exemple, ou une office de tourisme. Puis eux, ils vont se charger de démarcher auprès des médias pour pouvoir espérer avoir une mention ou une visite, justement, pour après que nous, on fasse une vidéo puis un article de notre expérience. Puis des fois, ça va être moi qui va aussi approcher. Si je déniche une nouvelle adresse, par exemple, ben là, je vais écrire, je vais prendre contact avec la personne pour avoir un peu plus d'informations. Puis des fois, on va être comme, est-ce qu'on peut venir vivre l'expérience parce que nous, après, ça nous permet justement de l'avoir vraiment vécu puis de donner des recommandations sincères. Fait que ça joue dans les deux sens. Puis comme dernièrement, si je peux donner un exemple, j'ai fait un petit road trip à Tadoussac avec ma grande sœur. Puis c'était vraiment une expérience personnelle. Là. J'y allais pour ma vie personnelle. On allait en camping, puis on avait vraiment envie de faire une croisière aux baleines, évidemment, quand tu vas à Tadoussac. Tu peux pas y aller puis pas faire ça. Fait que je connaissais une entreprise des réseaux sociaux qui s'appelle Du Fleuve, puis c'est vraiment une entreprise full jeune. Fait que là, je me disais, mon Dieu, mais je peux jumeler ma vie personnelle avec le travail. Fait que là, j'en ai parlé au travail, puis j'ai pitché une idée à cette entreprise-là, faire comme, je suis de passage. Est-ce que vous pensez que ce serait possible que je vive l'expérience, tout ça, puis après, je pourrais en faire un article, une vidéo. Fait que des fois, ça vient de notre côté, si ça s'aligne aussi avec nos intérêts, puis la ligne directrice, en fait, de la marque pour laquelle je travaille. Puis toi, tu crées le contenu pour ça, dans le fond. Fait que tu vas faire photo, vidéo pour ajouter, exemple, à ton article. Exactement. Fait que j'ai amené ma caméra, par exemple, sur le bateau, puis mon cellulaire, j'ai pris des vidéos. On a souvent des petits micros aussi, fait qu'on fait une intro. Des fois, ça se peut aussi que ce soit une entrevue avec par exemple, le propriétaire de l'entreprise, si on juge que c'est ce l'angle qu'on veut explorer. Puis après, je reviens chez moi. Puis là, le travail se poursuit. Puis là, j'écris mon article. Ça, c'est publié comme sous forme de blog sur Internet ou puis sur, mettons, Instagram, TikTok et tout, là? Tu sais, mettons, l'article, ça va être plus, j'imagine, sur votre site web. Oui, exact, sur stylo57.ca. Okay. Puis, mon Dieu, c'est comme si j'avais fait une blog, là, c'est vraiment pas ça. Mais allez voir sur le site de notre média. Puis aussi, on décline, en fait, sur les réseaux sociaux. Okay. Fait que, mettons, la vidéo, moi, j'ai fait une voix off avec des belles images, tout ça.
Puis après, je redirige les gens vers mon article aussi parce qu'il y a plus d'informations sur mon expérience puis que ça se condense plus difficilement, mettons, en 1 minute. Fait que c'est comme toute la convergence aussi entre les différents il faut quand même que tu sois multitask, là, tu sais, que tu sois bonne dans un peu tout pour être capable de jumeler tout ça, là, parce que faut que tu aies l'idée, il faut que tu puisses la produire. Puis, ouais, c'est ça. C'est comme beaucoup de travail en amont, pendant et après. Parce qu'en amont, c'est comme la stratégie, OK, quelle langue que je vais avoir. Après. Mais ça, vous le réfléchissez en équipe? On le réfléchit en équipe. Nous, on est 2 sur Stylo. J'ai aussi une chargée, pas une chargée, une chef de contenu voyage. Fait qu'on va brainstormer ensemble. J'avais telle idée, qu'est-ce que t'en penses? Puis après, on peut comme s'aider. S'aider. Ils me disent, ah oui, où avais-tu pensé à ça? Fait que des fois, on bâtit une idée ensemble. C'est tout le temps embryonnaire, je peux dire, où il faut rester flexible aussi, parce que quand tu arrives sur place, par exemple, la croisière aux baleines, ça se peut que je vois aucune baleine, ça se peut qu'il fasse pas beau cette journée-là. Puis des fois, peut-être mon idée, finalement, je peux pas l'exécuter parce que, j'ai pas le droit d'amener pas que j'ai pas le droit d'amener ma caméra, mais en tout cas, un autre exemple que j'aurais pas pu, par exemple, immortaliser. Fait que là, il faut comme aussi agir sur le moment. Puis moi, c'est tout le temps mon émotion qui est mon guide, ma boussole là, interne aussi. Fait que je me laisse tout le temps l'espace d'immortaliser des choses que moi me font faire vivre des choses pour après le faire vivre aux auditeurs, aux lecteurs, aux gens qui vont visionner mon contenu pour après leur donner le goût aussi de vivre l'expérience. Puis j'ai une question qui me brûle les lèvres. As-tu vu des baleines? Attendez ça! Oui, j'ai vu des baleines. Mon Dieu, j'ai appris quasiment toutes les baleines qui existent, là, les noms. Là, je connaissais pas ça. On a même eu la chance d'avoir une baleine bleue. Une baleine bleue, il paraît que c'est très, très, très rare d'en apercevoir. Puis là, on a entendu son souffle, on a vu comme le grand jet. Non, c'était vraiment très, très, très impressionnant. Puis la capitaine était très, très bonne. Là. Elle nous était très... comment on dit, persévérante. Là. Elle voulait vraiment nous permettre de la voir puis s'en approcher tout en respectant les règles du parc marin, mais ouais. J'arrête pas de dire que je travaille sur la Côte-Nord. Pour vrai, on dirait qu'à chaque invité que je reçois, je parle de ça, mais je travaille sur la Côte-Nord puis j'ai habité sur la Côte-Nord pendant 2 ans. Puis c'était ça, là. On se promenait, mettons, sur les plages, puis on était toujours à la recherche de on va-tu voir une baleine ou pas, mettons, là. Fait que c'est tellement comme impressionnant la nature, là. On est au Québec, on a la chance de voir ça, là. T'as pas besoin d'aller comme en Islande, mettons, ou en tout cas, je sais pas si en Islande tu vois des baleines, mais en tout cas, dans un autre pays, là. Non, c'est vrai. C'est vrai, on a une grande richesse au Québec, puis on a tendance à aller souvent à l'international pour voyager, puis avec raison, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, mais au Québec, on est vraiment, vraiment chanceux. Puis quand on est en contact avec ça, justement, de voir les baleines, on se rend compte qu'il y a tellement de choses grandioses qui existent, plus grands que nous. T'sais, la nature est tellement plus grande que nous. Puis on cohabite tout ensemble. Fait que ça nous fait vraiment réaliser ça. Puis c'est ça. Dans ce voyage-là, on était en camping sur le bord du fleuve. Puis on les entendait, puis on les voyait de notre terrain de camping. Là, c'était fou. Fait que, vraiment, c'était beau. À cette île, j'avais des amis qui allaient souvent faire du paddleboard sur le fleuve. Puis ils en voyaient, là. Comme ça fait partie de leur quotidien, là. C'est vraiment impressionnant. Là, c'est fou, là. Ouais, vraiment. Fait que, bref, si je reviens dans le sujet, on te recevait aujourd'hui principalement pour que tu nous parles d'un de tes derniers voyages de presse que tu as fait dans le cadre de ton travail, qui est un trek au Cap-Vert, en Afrique. Fait que j'ai vraiment envie qu'on commence par ça, parce que j'ai hâte de savoir. On veut tout savoir. Est-ce que tu veux nous parler de, tu sais, où... Est-ce que c'est vous qui avez approché comme l'organisme qui organise ça, ou vous vous êtes fait approcher? Comment c'est venu là, pour toi, ce voyage-là? Ben mon Dieu, je peux commencer par la petite histoire. Là. Je vais essayer de faire ça vite, la petite intro vers ce voyage. Mais dans le fond, moi, quand j'ai commencé mon parcours professionnel, j'étais de l'autre côté. J'étais pas du côté plus journalistique, j'étais vraiment du côté relations médias. Puis j'ai commencé dans une agence qui s'appelle Tara Communication. Puis c'était ma première gestionnaire, Tara. Puis maintenant, c'est drôle parce que je suis rendue de l'autre côté et je collabore avec Tara dans ses clients qu'elle représente. Mettons, fait qu'elle m'écrit souvent avec des communiqués de presse, des pitchs. On a telle chose qui se passe, est-ce que c'est possible pour toi d'en parler dans Stylo 57 ou Stylo Voyage? Puis Tara, ça donne qu'un de ses clients, c'était le Très Grosse Trip. Puis, elle m'en avait parlé dans un événement en personne. Puis elle était comme, je vais avoir ça qui s'en vient. Il y a des nouvelles destinations avec le Trek Rose Trip, qui est dans le fond des treks 100% solidaires entre femmes, qui consistent à marcher
dans le désert, puis de s'orienter. Fait que t'as pas de boussole, t'as pas de GPS, rien. Oui, t'as une boussole, mon Dieu, pardon. T'as une boussole, juste t'as pas de GPS, puis t'as pas de T'as pas réseau. de téléphone, là, c'est T'as ça. pas de boussole, t'es perdu. Non, t'as au moins une boussole. Mais c'est ça. Fait que là, on me parlait de ça, comme quoi qu'il allait avoir des nouvelles destinations, le Sénégal, puis le Cap-Vert. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais là, moi, ça me tente vraiment. Comme, oui, mais justement, on avait pensé approcher Silo Voyage / Journal de Montréal, parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup de convergences là où je travaille, fait que le Journal de Montréal fait partie de la même entité, fait que ça se peut que des fois que mes articles voyage se retrouvent aussi dans le Journal de Montréal. OK. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est resté comme ça, mais mon Dieu, moi, j'étais déjà très motivée. J'étais comme, mon Dieu, de quelle façon est-ce que je peux faire en sorte que ça se produise pour vrai? Parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment, vraiment vivre, quelque chose que j'aurais peut-être pas vécu de moi-même, mettons, en dehors du cadre du travail. Fait que des mois passent, finalement, j'ai recontacté Tara. Je suis comme, t'en es où finalement? Puis ça a donné qu'elle allait faire bientôt ses pitchs. En tout cas, fait que tout ça a mené au fait que finalement, c'est moi qui a pu partir en discutant avec mes gestionnaires et tout. C'est moi qui ai été choisie. Fait que j'étais extrêmement excitée. Ben oui, tu devais capoter quand T'es ils t'ont dit. T'es partie tout seul, mettons, de ton équipe. C'était comme un voyage solo un peu, dans le fond? Un voyage solo, mais il y a Tara qui vient avec nous. Puis le défi du road trip, c'est que tu es en équipe de 3. Fait c'est une équipe de journalistes qui ont bâti pour pouvoir nous permettre de vivre l'expérience parce que l'édition au Cap-Vert, c'est la première édition en mai 2025. Fait que là, c'est comme le gros lancement. Puis ils voulaient vraiment en faire parler, surtout au Québec, parce qu'à chaque année, il y a beaucoup d'équipes québécoises qui vont faire le défi. Je pense que leur plus gros vendeur, c'est au Maroc. Ça fait plusieurs années que ça existe. Puis il y a comme 600 participantes. Fait que là, c'est ça, ils voulaient en faire parler au Québec. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une équipe québécoise qui y allait pour pouvoir. C'est des participantes de partout là, dans le monde. Oui, il y a France. Cette année, en fait, au Cap-Vert, il y avait beaucoup de participantes de France parce que c'est une organisation française. Okay. Il y a aussi la Belgique. Je pense qu'il y avait l'Argentine aussi, puis le Québec. Okay. Oui, fait qu'on était 58 équipes de 3 femmes. Fait que moi, dans mon équipe, j'avais 2 autres, disons, collègues du domaine du journalisme. Fait que j'avais c'était 2 pigistes, une pigiste de la presse puis une pigiste pour Le Devoir. Okay. Fait que j'étais aux côtés de ces 2 femmes pour vivre l'expérience, avec Tara qui nous accompagnait aussi pour nous guider. OK. Puis est-ce que, quand tu participes à ça, il y a un objectif derrière? Est-ce que l'organisation Rose Trip donne des fonds à je sais pas, une organisation? Ouais. Est-ce que c'est comme une genre de levée de fonds? C'est quoi l'objectif de ça? Ouais. Eux sont liés avec 2 organisations françaises pour le cancer du sein. Fait qu'il y a mon Dieu, Jeune et Rose, qui est une organisation pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein chez les femmes de 30 ans. Dans la trentaine ou 30 ans et moins, là, je ne vais pas dire des fausses informations. Puis une autre organisation aussi qui est Ruban Rose. Puis, fait que dans le fond, toutes les femmes participantes peuvent créer aussi des levées de fonds quand ils se préparent pour ce grand défi-là. Puis, toutes les levées de fonds vont ensuite à ces organisations-là. Puis, le Rose Trip aussi donne un montant à ces deux OBNL. Okay. Puis, sur place aussi, l'organisation décide de s'associer avec une cause. Au Cap-Vert, par exemple, ils ont choisi de supporter... C'était un... Comment qu'on dit ça? Attendez, m'a trouvé le mot. C'était un centre pour enfants qui a été affecté pendant la pandémie, d'éducation à l'enfance et tout. Fait que les participants aussi pouvaient choisir de faire des dons. Puis Rose Trip, encore une fois, a supporté cette organisation-là. Puis nous, on a pu aller visiter aussi après notre défi. On est allé à la rencontre des enfants puis des éducatrices. Fait que c'était vraiment touchant aussi de voir ce côté-là du défi. C'est quoi les coûts reliés à ça, mettons, quand quelqu'un s'inscrit pour faire ce trek-là? Ça coûte combien? Bonne question. T'sais, moi, j'ai eu la chance de le vivre et de pas débourser parce que moi, c'était dans le cadre du travail. Mais je me suis fait des amis là-bas qui ont payé pour le faire. C'était 2 sœurs et leur mère qui étaient en équipe. C'est vraiment cute, des Québécoises. Puis, je pense que ça tourne au... Tu sais, les billets d'avion sont quand même assez chers. Là. Se rendre au Cap-Vert, c'est quand même niché. Là. C'est une petite île à 500 km du Sénégal. Là, fait que ça coûte cher. Je vais pas dire de fausses informations, mais honnêtement, je pense que c'est entre 3 000 et 5 000 au total, si on compte l'équipement que tu dois t'acheter pour vivre le trek, plus le billet d'avion, puis tout ce que ça comprend. Par personne. Okay. Exactement. Puis, dans le fond, t'inscris ton équipe.
Puis après ça, c'est toi qui s'occupe de l'organisation comme de ton voyage. Exact. En fait, ils prennent beaucoup en charge, puis ils font des rencontres. Le Trek Road Trip font des rencontres au Québec, même à Drummondville, je pense. Ah ouais? Drummondville. Non, mais ils font des rencontres. Ils font des rencontres d'information avec les participantes et des futures participantes qui sont intéressées. Fait que le road trip se déplace, puis ils répondent à toutes les questions. Puis tu as aussi des rencontres de suivi avec les gens de l'organisation qui te mènent jusqu'au jour J pour te permettre de bien te préparer. Fait que t'es pas comme laissé à toi-même. Mais oui, tu t'inscris. Puis je pense que maintenant, ils ont ouvert les inscriptions pour 2 personnes. Fait que tu peux le vivre soit en duo ou en trio. Puis une fois que t'es inscrite, c'est comme l'entraînement qui commence. Là. Fait que c'est comme des défis aussi. C'est un défi d'orientation. Fait que tu dois apprendre à t'orienter avec une boussole puis le nord. Tout ça. Fait que là, il y en a beaucoup qui se préparent en allant faire des randonnées puis sans suivre le sentier nécessairement ou en se donnant des repères et tout. Il y a aussi d'autres types de préparation. Il y en a qui vont créer des levées de fonds pour aider à financer le voyage, puis aussi ramasser des sous pour donner aux causes avec lesquelles le road trip est lié. Fait que, ça ressemble à quoi? Tu sais, mettons, se préparer. Est-ce que tu as une grosse préparation, exemple, physique à faire? Tu sais, c'est sur place, quand tu fais le trek, c'est-tu demandant physiquement tant que ça? Ou? Oui, c'est un amalgame de choses. Là. C'est demandant émotionnellement et physiquement. C'est vraiment des entraînements mixtes qui sont recommandés. Là. Fait que du yoga, de la musculation, le cardio, fait que de la course, de la randonnée aussi dans différents types de terrains. C'est idéal parce que le road trip, c'est sur 4 jours. Puis il y a 4 différentes boucles qui te sont assignées sur 4 jours. Puis c'est des terrains vraiment, c'est ça, différents. T'as des vallons, t'as du sable, t'as des dunes. T'as aussi la température qui joue beaucoup là-dessus. Fait qu'il faut vraiment que t'améliores ton cardio pour essayer d'être solide une fois là-bas. Puis, moi, je l'ai su comme 3 mois avant que je partais. Fait que c'était comme, OK, let's go, on se prépare. Tu sais, je suis quelqu'un qui fait quand même du yoga dans la vie et de la course à pied et tout, mais je pense que j'aurais aimé ça plus m'entraîner. J'ai pas sous-estimé le défi, mais tu sais, c'est quand même 16 km par jour qu'on marche. Pas sur un terrain plat nécessairement, puis non. Pas dans des conditions où est-ce que tu es sûrement super confortable. Non, l'indice UV était de 10 là-bas. OK. C'est-tu 10 ou genre 11? En tout cas, c'était vraiment, vraiment élevé, ce qui est pas comme ici au Québec. Fait que déjà, le soleil qui frappe, la déshydratation, faut que tu te concentres aussi parce qu'il faut que tu t'orientes. Après ça, justement, l'effort physique parce que c'est des dunes qui montent, qui descendent. T'as aussi, c'est rocailleux, t'as des vallons, t'as le vent, t'as beaucoup de choses à prendre en considération. Fait que c'est ça. C'est un gros défi, mais c'est solidaire, encore une fois, vu que t'es en équipe de 3, fait que tu t'entraides. Puis le but, c'est pas de le faire rapidement, c'est de le faire en moins de pas possible. Okay. Fait qu'il y a comme aussi tout cet aspect-là qui est quand même intéressant. Fait que mieux tu t'orientes, moins tu fais de pas. Exactement. Plus que comme, c'est ça. Exactement. Parce que, dans le fond, on a un podomètre qui est sur nous en tout temps. Puis, le but. Est-ce que vous voulez que je vous explique en fait comment ça se déroule? Absolument. Parce que c'est ça. Il y a comme 4 parcours différents. Puis, sur la map, je recommence. On arrive sur place, puis là, chaque équipe se fait attribuer une enveloppe. Puis dans ton enveloppe, tu découvres 4 maps différentes. Puis chaque map est associée à jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Puis c'est pas toutes les mêmes équipes qui font les mêmes parcours en même temps. Fait que c'est vraiment, faut que tu te fies à ton équipe, sur ton parcours qui t'est assigné. Puis la tâche que tu dois faire avant d'entamer ta première journée, par exemple, c'est de prendre tes mesures sur ta map. Parce que sur ta map, tu vois le parcours et tu as des différentes balises qui est apposées sur le parcours. Est-ce que... Différentes balises des endroits où est-ce que tu dois aller? Ou, oui, c'est ça. Okay. C'est comme des drapeaux. Puis tu dois valider ces drapeaux-là pour... être sûr que tu es à la bonne place. Exactement. Pour être sûr que tu es à la bonne place. Puis valider aussi auprès de l'organisation. OK, celle-là, je l'ai faite, je l'ai cochée. Parce que si tu trouves pas une balise, il y a comme des pénalités qui sont reliées à ça. Fait que le but, c'est vraiment de toutes les valider. Puis il y en a des virtuels, fait que ça ajoute aussi au défi parce que tu les vois pas. Fait que c'est ça. Fait que quand tu analyses ta map avant d'entamer ta première journée, là, on a un rapporteur topographique qui nous permet de prendre nos mesures avec la boussole et tout. Fait qu'on doit calculer, par exemple, entre 2 balises, c'est quoi la distance. Fait que là, après, tu fais comme tes équivalents, fait que ça se transforme en kilomètres. Fait que là, on sait, par exemple, entre la première balise et la deuxième, on a 2,36 km à faire. Puis après, tu prends ton autre dimension avec j'allais dire rapporteur d'ongles. C'est vraiment pas ça, l'instrument. Mais en tout cas, pour calculer le degré à laquelle tu dois aller sur ta boussole tout en te fiant au nord
au nord magnétique, genre. Hey, mon Dieu, le vocabulaire est comme lointain pour ça, mais c'est en se fiant tout le temps au nord. Fait que quand tu marches, tu suis tout le temps la direction, mettons. De la boussole. OK. Fait que le nord, faut tout le temps se fier au nord. Mhm. Puis quand on prenait nos dimensions, il fallait aussi qu'on prenne en compte, parce que le Cap-Vert est comme plus bas, fait qu'en fonction du nord, il fallait rajouter tout le temps 8 degrés au degré qu'on devait suivre sur notre boussole, par exemple. Fait que si on savait qu'on avait à faire 2,36 km, ben, on savait qu'on devait le faire, par exemple, à 90 degrés vers le nord. OK. Fait que Puis ça, vous avez appris à calculer ça comment? on a eu, vu que c'est une équipe de journalistes, on a eu une formation vraiment sur place, comme la veille du départ. Mais toutes les autres participantes l'ont eu des mois et des mois avant. Fait que eux, ils ont pu s'entraîner et tout. Puis nous, faut savoir aussi qu'on était pas qualifiés, mais hors classement. Fait qu'on pouvait pas se classer, mais on vivait quand même l'expérience parce que, tu sais, sinon, c'est injuste quand même. Pour les gens que ça fait plusieurs mois. C'est ça, tu sais. Puis qu'elles se sont entraînées, elles ont payé, tout ça. Fait que, tu sais, nous, on le vivait pour vivre l'expérience pleinement, mais on n'était pas classés. Okay. Fait qu'on a appris ça avec le directeur sportif, Julien, trop gentil, qui nous a vraiment bien formés sur ça. Mais tu sais, fallait apprendre, là. C'était comme, OK, là. Mon Dieu. Ouais, c'est ça. Il y a comme pas de test avant, là. C'est comme... Non, il y a pas de... Ben, on est allé s'entraîner rapidement sur la plage. C'était comme, OK, parfait. Puis c'est ça. Fait que quand tu suis sur 2 km, t'es comme, OK, ben, faut aller à 90 degrés sur 2 km. Fait que là, t'espères vraiment que t'aies les bonnes dimensions sur ta boussole. Tu tiens ta boussole de même tout le long. Des 2 km. De même. Puis l'affaire aussi qui rajoute au défi, c'est qu'on est 3. Puis nous, on avait 2 boussoles pour 3 personnes. Fait que moi, j'avais une boussole, une de mes coéquipières avait une boussole, puis la troisième portait le tripi, qui est en fait le podomètre. Fait que c'est ça qui calcule le nombre de pas. Fait que la personne qui porte le tripi, généralement, faut pas qu'elle s'aventure trop loin, puis qu'elle fasse plus de pas, parce que le but, c'est de faire le moins de pas possible. Fait que nous, c'était un défi aussi de vulgariser où il fallait se diriger en fonction de notre boussole. T'sais. Fait que là, c'était comme... OK. Chantal, faut qu'on se dirige tout droit. Puis là, tu vois, mettons, le deuxième arbuste plus à gauche qui est plus petit que le gris. Fait que là, il fallait vraiment comme... Puis elle faisait-tu des grands pas pour être sûre de Ouais, des grands pas. Et puis il y en a qui allaient vraiment... qui contournaient pas là, les arbustes. C'est comme, ah non, moi, je veux faire le moins de pas vraiment. Fait que là, il allait vraiment dans les arbustes, puis comme monter la dune ou plutôt que la contourner. Fait que c'était... Puis nous, c'est ça, il fallait être précis dans notre vocabulaire pour comme... qu'on sache vraiment où aller. Fait que ça, c'était super intéressant. Un autre aussi. défi, là. Un autre défi. Ça, vraiment. La communication est vraiment importante. Fait que de là, tu sais, toi, t'as su c'était qui tes coéquipières comme 3 mois à l'avance, mais tu sais, de là, l'importance de travailler aussi, là, ta communication avec les gens avec qui tu choisis de faire ce défi-là. Oui, c'était un grand défi aussi, c'est ça, parce que comme tu dis, je les connaissais pas, moi, avant de vivre cette expérience-là. Puis, tu sais, quand tu vis ce genre de défi qui te pousse vraiment très loin dans tes limites, on dirait que des fois, on a tendance à... Tu sais, si tu le vis avec quelqu'un que tu connais, mettons des amis, ta famille, on dirait que tu vas moins te limiter dans le vocabulaire où tu vas être comme être bête des fois si t'es fatigué ou quoi que ce soit. Mais là, tu sais, moi, en tout cas, pas parler pour les autres, mais moi, surtout la première journée, j'étais très dans ma tête de mon Dieu, OK, faire attention à ça, essayer d'être sur le même rythme. Puis... C'est dans un contexte professionnel aussi, fait que oui, c'est ça. Des collègues, là, fait que... Oui, des collègues, puis on apprenait à se connaître sur le terrain tout en, c'est ça, apprenant à communiquer entre nous, puis découvrir nos forces et faiblesses. Là. Tu mettons, il y en a une qui est meilleure de même. Oui, c'est ça, individuellement. Puis aussi au niveau de la vitesse, en tout cas, moi, à la fin de la première journée, j'ai vraiment frappé un mur. Là. J'ai pleuré, j'ai fait une insolation. J'étais sûre que j'avais bien... mais je saute un peu du coq à l'âne, j'ai même pas terminé le début. Mais... c'est ça, je pense que j'ai pas bu assez d'eau, j'ai pas mangé assez de collation, la chaleur aussi. Tu sais, t'es déshydraté après avoir pris un vol d'avion aussi. C'était 2 vols de 7 heures, nous, qu'on a pris. Fait que là, avec tous ces facteurs-là, plus le fait que je connaissais pas les personnes, puis qu'on apprenne ensemble à se connaître, puis OK, il y en a une qui va plus vite. Là, moi, je me dis, mon Dieu, est-ce que je les ralentis? C'est ça, c'était beaucoup. Puis je suis arrivée à la fin de la journée, mon Dieu, puis... c'est ça, installation. J'ai vu l'équipe médicale là-bas, puis ils m'ont vraiment
aidé, ils m'ont donné un médicament, puis ils m'ont aussi essayé de faire prendre conscience aussi comment ça se passait sur les pistes, puis qu'il fallait pas sous-estimer aussi tout l'aspect de l'appréhension de ce défi-là, puis justement, bon, l'avion avec la déshydratation, le fait qu'on anticipait ce défi-là, qu'on sait pas trop non plus comment ça va se passer sur place. Tu sais, c'est du désert au final, c'est différents terrains, j'avais jamais vécu ce genre d'expérience-là, fait que... Mais est-ce que tu pars la journée même que tu arrives? Tu sais, tu as fait, exemple, 14 heures d'avion, puis là, let's go, tu pars? Non, c'est OK. vrai. On arrive, puis on a... je pense que les personnes peuvent arriver plus tôt aussi si elles veulent, là. Mais nous, on est arrivés, puis on a eu une journée complète. OK. En fait, on a fait un escale à Bruxelles, là, puis après, on a eu... Fait qu'on a eu comme un bon 2-3 jours pour se déposer avant d'entamer le défi. Puis à la fin du défi aussi, il y a comme 2 journées que le défi continue, dans le sens, l'ambiance, il y a comme des activités prévues, mais pas le défi en soi. Mais c'est 4 jours de suite, vraiment, pour le défi. Allô, c'est Véro de chez Fuseau. Aujourd'hui, je parle d'une destination encore méconnue, le Cap-Vert. Elle se situe près du Sénégal, donc côté ouest africain, ancienne colonie portugaise qui est maintenant indépendante. C'est une destination qui a beaucoup à offrir, autant pour ceux qui recherchent à faire de la randonnée ou qui veulent mélanger ça avec un séjour balnéaire, peut-être même faire du kitesurf, parce que c'est vraiment une destination très, très populaire. La meilleure saison pour y aller, c'est vraiment de novembre à mai. Et autant on peut retrouver des hébergements de style poussadas très typiques et des écologes à travers la nature également, tout autant avec des hébergements qui ont du grand confort. On fait des locations de voitures pour justement pouvoir s'y déplacer. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on préfère y aller pour environ 2 semaines pour pouvoir maximiser l'expérience puis faire vraiment les 2 côtes de l'île et pouvoir mélanger nature et bord de mer. Chez Fuseau, nous, on organise des voyages sur mesure. Donc, on prend en charge toute la logistique pour vous, l'hébergement, les vols, les transports pour justement vous permettre de profiter et de juste passer un beau voyage et d'être sur le moment présent. Pour plus de détails, je vous invite à consulter notre site fuseauvoyage.com. Puis si on revient justement à comme toute la préparation, là, vous avez comme appris à prendre vos mesures, cibler vos balises et tout ça. Après ça, qu'est-ce qui se passe dans le défi? Oui, là, c'est ça. Fait que là, le premier jour arrive, puis là, nous, quand on a fait nos petits calculs la veille au soir, on était comme, OK, là, on est fin prête, on se sentait d'attaque. Le matin, il faut tout que tu installes aussi ton matériel parce que tu as besoin d'avoir, évidemment, beaucoup de collations, beaucoup d'eau, fait qu'une poche d'eau dans ton sac. C'est des choses que toi, t'as apportées de chez toi, exemple, ou c'est le Trek qui fournit les collations? Puis, toutes les participantes doivent se fournir leur propre matériel. Nous, on a eu la chance de se faire fournir les repas. Fait que, mettons, le dîner qui était de la bouffe lyophilisée. Fait que ça cuit avec l'eau et tout. Là. Fait que ça, ils nous le fournissaient. Mais je me suis quand même apporté des collations, là, des trucs protéinés, électrolytes, tout ça. Okay. Fait que toutes les participants doivent, se fournir leurs propres choses. Est-ce que vous revenez à la même... Tu sais, c'est une journée que vous partez, vous revenez à la même place, là? Oui, mais dans le fond, c'est ça. C'est sur 4 jours. Fait qu'il y avait 4 différentes boucles. Il y avait 2 boucles sur 4 qui partaient à comme 15 minutes d'autobus de l'endroit où on dormait. Ça dépendait de l'ordre de la boucle que tu faisais. Là, nous, on a fait 2 journées de suite, le départ à 15 minutes parce que l'ordre de notre boucle était déterminé de cette façon-là. Puis quand tu commences à l'endroit, puis tu fais comme ça se termine à l'endroit où tu as commencé. Fait que tu reviens dormir toujours à la même place. Là. Tu dors pas dans des camps, exemple, sur... non, c'est ça, on transporte pas comme nos bagages. Nos tentes puis nos bagages. Non, c'est ça. Fait qu'on transporte vraiment le nécessaire pour la journée, notre eau, notre nourriture. Et ils nous suggéraient aussi d'amener une frontale parce que vu que c'est le nombre de pas qui compte et non la vitesse, il y en a qui sont tellement précis que ça arrive qu'ils reviennent à la tombée de la nuit. Fait qu'ils nous suggéraient d'amener ça, puis c'est des trucs aussi de premiers soins. Il faut savoir aussi qu'à mi-chemin de ta boucle, il y a un point de ravitaillement. Fait qu'il y a des gens de l'équipe du Rostrek qui t'attendent avec des bouteilles d'eau pour re-remplir tes poches d'eau. On peut aussi se poser à l'ombre pour manger, dîner, prendre des collations puis se reposer. Puis après, on entame le reste de la combien boucle. de temps environ que ça vous prenait une journée de... On commençait souvent nos journées autour de 7h30, puis on revenait en 4 et 5 heures. Puis est-ce que le départ est à la même heure pour tout le monde ou c'est comme tu décides à quelle heure que tu pars? Chaque boucle, si je me souviens bien, c'était pas tout le temps aux mêmes heures, mais c'est déterminé. C'est pas nous qui déterminons à l'heure à laquelle on part. C'est idéal de partir plus tôt là, parce qu'il fait moins chaud, puis tu reviens. T'as moins de chances de revenir aussi à la noirceur. Fait que c'est pas nous qui déterminons, non.
OK. L'après-midi, ça doit être plus difficile. Là. Tu sais, justement, quand tu pars du point de ravitaillement, là, ça doit être comme Ouais. le bout. T'es genre... Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on s'assoit. Après, là, ça fait du bien, là, prendre de l'ombre Ouais. puis s'asseoir. Mais oui, c'est comme, OK, on lâche pas. Pour Puis on partir. s'encourage entre nous, entre les autres équipes aussi. C'est vraiment l'aspect aussi beau de ce défi-là que j'ai trouvé. C'est que, tu sais, on pourrait penser que c'est très compétitif. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, que je disais tantôt que c'est pas toutes les mêmes équipes qui font les mêmes books en même temps. Ben, faut comme pas se fier aux autres équipes qu'on voit peut-être apparaître au loin parce que ça se peut qu'elles aillent ailleurs sur le parcours que nous, où il faut aller. Mais c'était beau de voir quand même, des fois, il y en a avec leur bâton, ils étaient comme « c'est là-bas, c'est là-bas ». Fait que, parce que des fois, tu prends tellement de temps à chercher ta balise, surtout quand c'est des virtuels. Parce que le trépied qu'on porte sur notre dos, il va émettre un son quand on s'approche d'une balise. Ben, ça arrive des fois que nous, on a validé une balise qui était d'une autre boucle, fait que c'était pas la nôtre, mais on le savait comme pas. C'était une virtuelle, fait que c'était difficile. Puis c'est ça. Fait que des fois, c'est pas si difficile de garder la motivation des fois parce que quand tu cherches ta balise sur le terrain. Tu te fatigues, là, en faisant ça? Oui, tu te fatigues. Puis avec le vent, après, c'est du découragement. Puis c'est comme, mon Dieu, c'est très physique aussi, c'est ça. Fait que des fois, il fallait ressortir notre map en plein milieu du désert puis être comme, OK, mon Dieu, mais là, on est allé là, mais là, je pense qu'on s'est trop éloigné là. Mais tu sais, après, c'est difficile de trouver ses repères une fois que tu t'avances parce que là, ta boussole puis ta distance, tu l'as comme plus. Fait que c'est difficile de se retrouver à ce moment-là. Puis est-ce qu'à toutes les... Tu sais, mettons, à tous les jours, peu importe la boucle que tu avais, les paysages étaient les mêmes, dans le fond? C'était pas comme une journée, c'était en forêt, l'autre journée, c'était en désert, l'autre, tu sais, c'était comme toujours pas mal pareil? Ouais, un peu pareil. Je dirais que les boucles qui se ressemblaient le plus, c'était pour nous les 2 premières parce qu'on partait à 15 minutes de l'hôtel. Puis c'était comme plus montagneux, rocailleux, mais les boucles commencent pas au même endroit. Fait que par exemple, la boucle 4 et la boucle 3 commencent par là, puis la 3 commence à l'opposé. Fait que tu fais quand même pas les mêmes parcours. Ça va se ressembler, évidemment, mais il y a quand même des choses différentes à chaque boucle, ce qui est appréciable. Mais je dirais que les 2 dernières, c'était ça qui était plus ressemblant parce qu'on était vraiment dans le désert, dans le sable. Puis ça, c'est quand même aussi difficile là, de marcher dans le sable. Ouais, c'est ça. Pour les hanches. Puis on avait des guêtres qu'on mettait sur nos bottes pour éviter que le sable entre parce qu'après, sinon, ça crée des frictions. Puis ton pire ennemi, quand tu marches des 16 km par jour, c'est vraiment des ampoules. Fait que c'est ça. Pour répondre à ta question, Fait que c'est les boucles d'environ 16 km. Ouais. OK. 16 km. Okay. Fait que sur 4 jours, moi, j'ai marché environ 66 km. OK. Et puis, comme la première journée, c'est ça, la frénésie quand tu commences. Mon Dieu, c'est ça, je suis sûre du coq à l'âne, là, pour revenir à ta question de quand on se prépare pour la première journée. C'est ça, il faut remplir. Il y a comme un point de ravitaillement le matin au départ. Fait que là, tout le monde, tu sens vraiment l'énergie de tout le monde. Tu sais, c'est comme très, très touchant parce qu'il y a aussi des gens qui sont là pour différentes raisons. Des femmes qui viennent de terminer des traitements pour le cancer, d'autres qui ont perdu quelqu'un au cancer du sein, d'autres qui connaissent de près ou de loin, ou juste des femmes qui souhaitent se dépasser entre elles. Fait qu'il y a comme cette énergie-là que tout le monde, ça fait des mois, voire des années qui rêvent à vivre ce défi-là. Puis là, c'est le jour J. Fait que là, on est toutes là avec notre équipement, sourire aux lèvres, mais comme fébrilité. Puis on remplit nos gourdes d'eau, nos poches d'eau. Puis là, on embarque dans l'autobus parce que moi, je commençais plus loin. Fait qu'on embarque dans l'autobus. Full belle énergie. Aussi, tout le monde se parle. Il y a de quoi, là. Puis là, on arrive au départ. Puis il y a comme les drapeaux du Rose Trip. Puis le départ se faisait dans l'un des plus vieux villages du Cap-Vert. Fait qu'il y a vraiment des habitants aussi qui sont là. On commence où est-ce qu'il y a des maisons. Là. Fait que là, eux, ils nous regardent, ils nous observent. Puis il y a comme un petit café juste à côté d'où on commençait, puis avec des gens qui travaillaient là. Puis, c'est ça, ils nous observaient avec un regard super curieux, puis un sourire, puis ils trouvaient ça comme beau de voir ça. Fait qu'en tout cas, il y avait comme un petit contact culturel aussi quand on commençait de ce village-là. Puis là, il y avait comme prise de photos, tout ça. Puis avant de commencer pour vrai, il y a quelqu'un de l'organisation qui nous installe notre podomètre sur le dos, qui l'active. Fait que là, there's no going back. Tu y vas. Mais vous êtes combien à partir en même temps? C'est ça, il y avait 58 équipes qui sont réparties sur les 4 différentes boucles. Fait que je me souviens pas, on était combien d'équipes sur ma boucle. Une quinzaine, mettons, de personnes par... une quinzaine d'équipes. D'équipes, ouais. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de femmes. Puis
ils nous laissaient partir aussi par vague. Là. Mettons, ils nous laissaient peut-être passer 2, 3, 4 minutes entre chaque pour pas qu'on se suive. Là. Ouais, c'est ça. Trop de près. Mais à un moment donné, ça Vous se ramassez une équipe de 12, là, genre. c'est ça. Mais à un moment donné, c'est arrivé, je pense, avec l'équipe de Québécois, j'ai mentionné plus tôt avec la maman et les 2 sœurs. On s'est entraidés à un moment donné là, parce qu'on était comme, mon Dieu, on est à bout, on trouve plus la balise. Fait que là, on était comme ensemble. Fait que c'était beau aussi, c'est ça, de l'entraide puis la sororité. Mais c'est ça. Fait que là, on est partis. Puis il y avait, nous, on l'appelait notre maman, là, justement, Tara, qui était celle qui nous guidait là-bas. Puis elle nous a permis de vivre la première journée, vraiment juste les 3 pour le vivre pleinement. Puis les autres journées, Tara était avec nous, puis elle marchait avec nous. Fait que c'était le fun. Nous, on était 4. Techniquement, t'es pas 4, là, mais... Fait que les autres jours, on était 4. Mais la première journée, on l'a vraiment vécu pleinement comme les vrais participants le vivent. Puis elle nous a comme dit bye, puis c'était comme, mon Dieu, comme... On savait pas ce qui nous attendait. Là. On était comme, mon Dieu, Là, on est un peu dans la civilisation, il y a le village, il y a encore le monde, mais après, c'est plus t'avances, plus t'es seul au monde. Ouais. Puis c'est dans des paysages tellement grandioses que c'est vraiment difficile d'absorber ça parce que ta tête est comme partout. Là. T'es comme, mon Dieu, je suis ici, pour le travail, mais j'ai la chance de vivre ça. Je vois des paysages comme ça. Tu sais, c'est comme l'eau. Quand tu arrives à l'eau, elle est turquoise. Le beau temps, le soleil aussi, les émotions avec le monde que tu rencontres, mes coéquipières que j'apprenais à connaître. Fait que c'était énormément de choses, mais c'était énormément thrillant. Là. Fait que dès la première journée, on était comme les 3 super emballés. Puis je pense que de le vivre aussi avec d'autres personnes, ce défi-là, tu te nourris dans cette énergie-là de positivisme puis d'emballement, tu sais. Puis Fait que c'est ça. Fait que quand on a réussi à valider notre première balise, il y a aussi la confiance qui se bâtit parce qu'après, tu sais, au début, tu sais pas trop, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de vraiment lire la boussole? Est-ce que c'est si difficile que ça? Je pense que les parcours sont vraiment bien déterminés pour pas s'égarer, puis c'est ça, se perdre. Puis tu sais, il y a l'aspect sécuritaire aussi de ça, qu'on a un bouton d'urgence sur nous en tout temps, puis le tripi, qui est le podomètre, il y a un signal. Fait qu'on peut nous suivre en temps réel de l'hôtel où on était. Fait que l'équipe, savent tous sont où les participants, dans le fond. Exactement. Parce que je m'en avais demandé justement, tu sais, il y en a-tu qui reviennent pas? Tu sais, il est rendu minuit, mais on est comme, bon, mais il y a une équipe qui est pas revenue. Bonne nuit. Non, nous, dans notre édition, il n'est pas arrivé rien de dramatique et grave, que quelqu'un se soit vraiment, vraiment perdu. Il y a une équipe qui est revenue vraiment plus tard dans la noirceur, justement, comme je disais tantôt, parce qu'elle a vraiment bien pris son temps. Je sais pas si elle s'était perdue finalement, mais c'est ça. Fait que oui, il y a l'aspect sécurité que c'est ça. Puis s'ils voient que tu t'éloignes trop, je pense que, par exemple, Tara, elle aurait pu nous contacter, faire comme, les filles, parce que nous, on était allez plus à gauche. Ouais, allez plus au nord, mettons, là. fait que c'est ça. Puis est-ce que les gens, ils peuvent avoir leur téléphone cellulaire? Non, c'est interdit. OK. Puis mais toi, tu devais l'avoir pour créer du contenu? Ouais. Mais j'avais pas de réseau cellulaire, je m'étais pas pris de carte SIM. J'avais vraiment juste pour prendre des vidéos. Ouais, mon Dieu. Non, je me sentirais tellement cheap. Non, je voulais vraiment le vivre pleinement, là. Ouais, t'as vraiment droit à aucune technologie. C'est vraiment une boussole, ta carte et ta tête. Fait que les gens qui veulent prendre des photos, maintenant, il faut qu'ils s'apportent un Kodak jetable ou genre. Ben, ils ont le droit d'avoir. Je pense qu'ils ont le droit d'avoir leur téléphone, mais il faut vraiment que tu sois en mode avion ou que tu. Ben oui, il n'y a pas de réseau vraiment là, sur le parcours qu'on fait. Là, c'est comme. T'es vraiment dans le milieu de nulle part. Fait qu'il n'y a pas de réseau qui rentre. Mais non, honnêtement, puis s'ils se rendent compte que t'es comme disqualifié, là, s'ils se rendent compte que tu utilisais ou t'as vraiment une perte de points. Parce que c'est pas ça l'objectif du défi. C'est vraiment de. C'est quoi qui arrive? Tu sais, là, tu parles de perte de points puis de tout ça, mais tu gagnes, mettons. C'est quoi qui se passe? Tu gagnes l'honneur. Il y a comme un podium de 3. Ouais. Ben, évidemment, place 1, 2, 3. Tu gagnes quoi, dans le fond? La fierté. Ben, clairement, non, mais tu sais, pour que le monde soit autant compétitif puis qu'ils veulent gagner des points, tout ça, c'est-tu parce que ça les motive à X choses ou c'est vraiment juste pour le podium? Puis, ben, tu sais, c'est correct, c'est pour le podium. Je veux tellement pas dire de faire des formations, je me sens tellement mal de pas avoir vérifié ça. Tu sais, tu gagnes pas de somme d'argent, là. Tu gagnes pas. Non, je pense que c'est vraiment la fierté, l'honneur, puis comme. De t'être dépassé, que t'aies réussi, que tu sois dépassé. Tu sais, chaque participant reçoit une petite médaille aussi à la fin. Il y a comme une cérémonie de remise, puis un bal en blanc aussi à la fin. Puis tout le monde, il y a comme une belle énergie, ça festoie. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. On dirait que ça m'a comme
reconnectée, puis pas que j'étais déconnectée avant, mais comme connectée du moins à comme le pouvoir, la force des femmes, puis comme qu'on est libre de faire ce qu'on veut, puis qu'on est forte, puis qu'on est capable, puis qu'on s'entraide. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment touchant. Tu sais, c'est des femmes de tous horizons, tout âge. Tu sais, il y avait une équipe là, extrêmement touchante. C'était 3 générations. Fait que t'avais la grand-maman de comme 70 ans, je pense que c'était ça son âge, ou 73. C'était la plus vieille participante. T'avais sa fille à elle, puis sa petite fille. Fait que, tu sais, puis de connecter avec des personnes, c'est ça, de différentes générations, de discuter. C'était vraiment nourrissant. Puis c'est vraiment ça que je retiens beaucoup du défi. Puis oui, le dépassement physique et mental, parce que tu vis beaucoup d'émotions, tu pleures, tu ris. Mais c'est ça, je pense que c'est un tout, ce défi-là. Puis encore une fois, c'est dans des paysages grandioses. Puis quand que tu reviens... Tu sais, mettons, ta journée termine, tu reviens au camp, il se passe quoi, dans le fond, le soir? Vous dormez où? Dans quel type d'endroit? Ouais. Comment ça se passe? Nous, au Cap-Vert, c'était comme la version plus luxueuse du défi Rose Trip. On était dans un resort vraiment, vraiment beau. On avait une chambre avec vraiment un lit puis de l'air climatisé. Puis il y avait comme un buffet. Fait que c'était un endroit commun où toutes les participantes se retrouvaient. Puis à chaque jour, il y avait une thématique différente de la nourriture. Puis on avait accès à la plage où il y avait des fois des départs aussi du Rose Trip, des journées de trek. Fait qu'on dormait là. Fait quand on revenait de nos journées, on retournait à l'hôtel, puis on avait accès à une douche, puis on pouvait faire une sieste si on voulait. Puis on avait, à chaque fin de journée, il y avait le JT qui appelait, qui était comme un reportage qui faisait un recap de nos journées, parce que sur les pistes, il y a des photographes et des vidéastes. Puis eux, ils travaillent vraiment, vraiment fort, puis ils font des montages recap de nos journées. Fait que là, il y a comme une soirée visionnement avant d'aller manger notre repas où on est toutes là, puis ils font un retour sur la journée. Il y a eu... telle chose qui est arrivée, telle participante nous a marqué. Après ça, des choses qui ont remarqué sur les pistes, les bénévoles et les organisateurs. Puis après, il y a le visionnement de ça. Puis tout le monde applaudit, c'est super beau. Fait que ça nous replonge aussi dans les émotions de la journée. Puis après, j'imagine que ça apporte un niveau de motivation aussi pour le lendemain. Vraiment. Pour repartir, tu sais. Vraiment. Puis en fait, c'est que ça nous fait prendre conscience aussi de ce qu'on a vécu dans la journée. Parce que des fois, t'es tellement... Tu sais, t'es vraiment... C'est très technique. Faut vraiment... Encore une fois, tu suis ta boussole et tout. Fait que des fois, on dirait que prendre un recul, même sur les pistes, de comme, OK, je suis là, c'est ça que je suis en train de faire. On l'accomplit, on réussit à valider nos balises. Puis oui, encore une fois, c'est ça. Le téléjournal, ouais, ça nous faisait vraiment... ça nourrissait l'excitation. Puis il faisait aussi passer un micro entre chaque équipe pour que chaque équipe se présente. Fait que ça l'humanise aussi encore plus, parce que tu apprends à connaître les gens avec qui tu compétitionnes, disons ça comme ça. Là. Fait que, pour gagner. La première place au podium. Pour gagner l'honneur pour devenir officiellement Rose Trekker. Oui, mais mettons quelqu'un qui veut s'inscrire, c'est quand les départs, si tu sais, puis c'est où qu'on va s'inscrire? C'est sur le site du Trek Rose Trip. Puis le Cap-Vert, c'est en mai. Fait qu'il y a un prochain départ en 2026. Si je me trompe pas, c'est dans les vingtaines de mai. J'ai écrit un article là-dessus, si vous voulez aller lire. Je nommais vraiment toutes les façons de procéder, mais c'est vraiment sur le site du Rose Trip. Sur silovoyage.ca. Silo57.ca/silo-voyage. Mais c'est ça. Puis, attends, c'était quoi ta question? Site Internet, tu vas t'inscrire là pour le départ. Combien de temps à l'avance environ faut que tu t'inscrives? Jusqu'à temps que ce soit complet. Je pense pas qu'il y a de date limite nécessairement. C'est eux qui prennent en charge l'achat de ton billet d'avion ou c'est à part? Oui, c'est à part. Puis là, le prochain départ, c'est au Maroc en octobre. Ça, je pense que c'est déjà complet. Puis c'est ça, le Cap-Vert, c'est en mai. Mais toutes les informations sont vraiment sur leur site. Maroc, Cap-Vert. Puis il y avait le Sénégal aussi. Là, je pense qu'ils ont reporté le départ parce que tout leur parcours était à revoir à cause de l'exploitation minière là-bas. Leur parcours était comme plus accurate. Fait que ils doivent le revoir. Puis est-ce que t'apportes quoi dans tes bagages pour ce type de voyage-là? Oui. Les essentiels, je dirais, c'est vraiment d'avoir des bâtons de marche. C'est vraiment, vraiment utile quand t'es rendu fatigué des hanches et des jambes. Fait que des bâtons de marche, des électrolytes aussi, c'est vraiment bon de s'hydrater. Fait qu'avoir des électrolytes, une petite caméra, même une caméra jetable aussi, c'est très le fun à transporter, c'est moins lourd. Des collations, genre ce qu'on mangerait aussi quand on fait de la course à pied, fait que des gels, tout ce qui donne de l'énergie.
protéines, puis de la nourriture lyophilisée aussi. Là, ça, c'est vraiment... ils le disent là, aussi dans comme le kit de départ, mais c'est vraiment important d'avoir ça parce que tu peux te faire des sandwichs là, si tu veux, mais c'est vraiment plus pratique d'avoir... Puis c'est un repas quand même plus soutenant. Mhm. Fait que ça, un sac aussi de randonnée, là, genre 20 litres, ça, c'est idéal, avec un support sur les hanches aussi, une poche d'eau. Vraiment nécessaire. Lunettes de soleil, casquette, puis des chandails aussi avec protection UV parce que le soleil, il frappe vraiment fort. Chandail à manches longues, là. Chandail à manches longues. Puis même des petits bandeaux là, qu'on se met dans le cou, là, parce que le cou, ça frappe fort aussi. Puis écran solaire, très important aussi, avec honnêtement, pas en bas du 60 parce que sinon, ça fait rien tellement que l'indice UV, surtout au Cap-Vert, là, qui est très fort. Fait que je dirais toutes ces choses-là. Bonne botte de randonnée aussi, puis casser les souliers avant de partir, faire une grande aventure comme ça. As-tu besoin de chasse-moustique ou y a-tu... J'en avais amené, mais j'en ai pas eu besoin. OK. Fait que... non. Fait que tant mieux, dans le fond, parce que faire une randonnée avec plein de moustiques, non. ça l'amène. Surtout quand il faut que tu t'arrêtes, mettons, pour exemple, il faut que tu regardes ta carte, puis il y a des bébés partout. Oh mon Dieu, je perdrais patience, je pense. J'aurais plus l'humeur si joyeuse. Puis, tu sais, là, la première journée, tu racontais que tu as fait une insolation. Ouais. Est-ce que tu as vécu d'autres moments plus difficiles durant ton expérience là-bas? Oui, en fait, j'ai eu des grandes douleurs sur les côtés de mes jambes. J'ai fait des tendinites parce que j'avais pas testé, moi, mes guêtres. Tu sais, ce qu'on met sur nos souliers pour pas que le sable entre. J'avais pas testé mes guêtres avant de partir. Puis, il était trop serré. Fait qu'à force de marcher, tu sais, avec la chaleur, tes muscles enfle, puis j'avais comme plus de circulation, fait que ça a créé des tendinites sur le côté de mes jambes. Puis j'avais vraiment... Mais ça a commencé à la fin de la première journée aussi, fait que ça l'a pas aidé, mais ça créait vraiment des douleurs, comme c'est difficile de continuer à marcher et tout ça. Puis par chance qu'il y a des professionnels sur place, genre des podologues qui t'aident à traiter tes ampoules, si t'en as, que tu peux aller voir à chaque fin de journée. Il y a aussi des éthiopathes qui n'existent pas au Québec, mais c'est comme un amalgame entre des ostéopathes et des chiros. OK. Fait qu'ils traitaient. Fait qu'ils ont pu me faire des tapings sur le côté des jambes à chaque jour. Puis ça l'a vraiment, vraiment aidé. Mais honnêtement, c'était... C'est eux qui t'ont dit que comment ça s'appelle, non? Des tendinites? Non, les trucs que les tu mets guêtres. tes guêtres. C'est eux qui t'ont dit que tes guêtres étaient trop serrées, puis c'est sûrement à cause de ça que ça te... Oui, parce OK. que moi, beaucoup de gens portaient vraiment des chaussures comme de marche, mais moi, c'était vraiment des bottes de randonnée qui montaient plus haut. Fait que les guêtres avaient comme pas d'espace pour comme bien se fermer. Fait qu'il fallait que je les force encore plus. Mais ouais, ils m'ont dit que... Fait que ça aussi, ça serait peut-être un conseil de tester son matériel avant de partir, puis parce qu'il y a rien de pire que de vivre une expérience comme ça puis de souffrir à cause du matériel que tu n'as aussi pas le choix d'avoir parce que sinon, tu vas te créer d'autres souffrances, dont des ampoules. Tu vas faire une petite rando à Offord avec des guêtres autour des souliers. Exactement. Ben oui. Comme, voyons. Café, ouais. Fait que ouais, ça a été un petit moment plus difficile. Puis c'est aussi un défi très vulnérabilisant. Je pense qu'il faut être prêt à comme se mettre vulnérable avec des personnes. Puis moi, c'était comme un défi de plus avec des gens que je connaissais pas. C'est pire, là. Tu sais, les gens, les autres sont là avec des références pour eux. Fait que si tu peux au moins te fier à ça, là. Toi, t'es comme... Ouais, c'est genre leur pilier, tu sais, des gens de confiance avec qui ils partent. C'est comme si vous le viviez ensemble, puis quelqu'un d'autre que vous aimiez vraiment fort. Fait que c'est... Avec qui tu peux te rendre vulnérable, c'est naturel de le faire, mais tu sais, comme toi qui as vécu justement une installation la première journée, t'aurais sûrement... Tu files pas, tu vas pas voir, tu t'as pas nécessairement le goût d'aller voir Martine, là, tu sais. Mais c'est ça, puis tu sais, j'ai essayé de faire une sieste, puis ça n'avait rien fait, puis là, tu sais, je me suis mis à pleurer devant la relationniste qui m'amenait là-bas, puis j'étais comme, mon Dieu, je me sentais tellement enfant, tu sais, c'était comme vraiment, mon Dieu, pourquoi je pleure? Je devrais être capable, fait que c'est aussi très mental, j'étais comme, mon Dieu, mais... non, là, je devrais pas. Puis là, on m'a suggéré d'aller voir le médecin. Fait que là, j'ai été voir le médecin, puis ils ont été super bienveillants avec moi. Puis là, c'est ça, ils m'ont demandé, tu sais, comment ça se passe, comme je disais tantôt, sur les pistes et tout. Fait que ça m'a comme... Tu sais, c'est aussi... on parle aussi de performance, beaucoup dans ce genre de défis-là. Je me mettais une pression sans m'en rendre compte de performer, d'être bonne, puis de justifier aussi le fait qu'on m'ait choisi professionnellement pour aller vivre ce défi-là, tu sais. Fait que j'étais comme... Moi, honnêtement, après la première journée, je me disais, je peux pas faire la deuxième journée à cause de mon mal de cœur, mal de tête. Je commençais à avoir mal au côté des jambes. J'étais comme, mon Dieu, honnêtement, je sais pas comment je vais faire. Puis c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de ce défi-là. Puis j'étais là, wow, OK. Fait que j'ai comme frappé un petit mur. Fait que c'était comme... c'était challengeant. Puis c'est ça, quand je disais d'être vulnérable, c'est que au souper,
je me suis comme ouverte aux filles. Les filles m'ont aidée aussi à m'ouvrir, puis j'ai repleuré. Puis les filles ont été tellement bienveillantes. Comme, tu sais, Sandrine, on est vraiment là pour le vivre entre nous pour le fun. Puis on va s'arrêter si on a besoin de s'arrêter. On peut se le dire si on a mal quelque part. On peut... Puis tu sais, moi, c'était comme si je devais mettre aussi un petit masque de comme, tout va bien, je suis capable. Mais dans le fond, tu sais, c'est humain. Fait que ça a été un bel apprentissage aussi. Puis je sais que d'autres équipes ont vécu d'autres breakdowns aussi à d'autres moments, même s'ils vivaient avec des personnes de confiance. Puis avec ça doit être dur pour eux aussi. Là. Ben oui. Puis c'est ça qui rend ça aussi encore plus solidaire comme défi, c'est que tu le sais qu'à différents moments, tu vis les mêmes émotions, mais à différents niveaux, différents stades. Fait qu'on se comprenait toutes, puis on s'entendait toutes, puis il y avait beaucoup de bienveillance et d'accueil de chaque émotion. Tu sais, c'est pas parce qu'une personne décidait de pas le faire la deuxième journée parce qu'elle avait eu trop des cloches d'eau, genre à cause du soleil, ben personne jugeait personne, parce que on était comme, regarde, tu l'as fait, tu le fais, t'es là. Fait que c'était beaucoup d'entraide. Fait que c'était aussi très beau d'être dans ce genre, de baigner dans cet environnement-là pendant 10 jours. C'était comme, wow, ça m'a fait du bien. Ouais. Fait que est-ce que les autres journées, tu sais, la première, c'était plus difficile physiquement et tout, comme tu le dis, mais les autres journées, est-ce que ça a mieux été? T'as-tu repris un peu? Oui. OK. Oui, ça a vraiment bien été. Puis, des fois, on était un petit peu plus lourd dans notre énergie. Ben là, on se mettait de la petite musique, puis là, on dansait en marchant. Puis c'était drôle, on se racontait des blagues, on chantait. Fait que on s'occupe comme on peut aussi entre le fait qu'il faut s'orienter. Il y avait aussi beaucoup de beaux moments comme ça, puis des belles conversations. Fait que ça a vraiment bien été le reste du temps. Et c'est vraiment un très, très grand défi, je pense. Puis c'est quelque chose que des fois, on pourrait s'arrêter puis se dire, moi, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Puis je pense que ce défi-là m'a prouvé, puis prouve aussi que tout le monde, si on s'entraîne puis qu'on se met la tête dans ce mindset-là, que tout le monde est capable de surmonter ce genre de défi-là. Puis toi, justement, physiquement, ça a été quoi ta préparation? Tu étais déjà active et tout ça, mais qu'est-ce que tu as changé dans les 3 derniers mois avant ton départ? Oui. Je m'étais remis plus à la course à pied. C'est ça, comme je disais, moi, je me suis pas entraînée au maximum que j'aurais voulu, faute de temps. Mais ouais, j'ai augmenté comme la course à pied. Je voulais augmenter mes distances aussi. Puis c'est aussi, ça, je l'ai pas fait, mettons, mais ce que je pourrais suggérer, c'est aussi de faire de la randonnée, de comme dans différentes altitudes, différents types de terrains. Mais c'est ça, fait que je faisais du yoga. C'est très bon aussi pour comme s'étirer, puis comme tout ce qui est hanche, c'est comme c'est un tout, en fait, là. Fait que, course à pied, j'ai fait du yoga. J'ai aussi pris soin de mes pieds, ce que je faisais pas vraiment avant, parce que je sais que mes pieds allaient être très en demande pendant 4 jours. Fait que j'ai été voir un podologue, moi, ici, avant de partir, pour avoir un traitement, puis qui me recommande une genre de pommade à mettre à chaque soir. Fait que je faisais ça. Pour comme que ça permet en fait d'aider à épaissir la paroi de notre peau, comme ça notre peau de pied est moins sujette à créer des ampoules quand on vit le défi. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir fait, parce que j'ai quelqu'un qui t'avait recommandé ça, ou toi tu savais? C'est le Rose Trek, justement, le Rose Trip. Puis ils nous fournissent comme des vidéos de formation comme avec des médecins avec qui ils sont associés. Puis ils sont comme, voici comment prendre soin de vos pieds avant de partir. Fait que là, je suis vraiment j'aurais jamais pensé à ça. Non, comme, prendre soin de tes pieds. Moi non plus. Tu fais une petite manicure ou quoi? Ouais, une petite manicure. Non, puis justement, faut pas mettre de manicure parce que sinon, tu le vois pas si t'as des bleus. Ah, ben oui. Des bleus sur tes orteils, fait que les podologues peuvent pas vraiment t'aider. Surtout si c'est comme un vernis au gel, là, moins facilement enlevable. Ouais. Mais fait que ça, moi, j'ai tout suivi à la lettre. Là, je voulais vraiment que tout se passe bien. Fait que j'ai pris soin de mes pieds. Puis le reste, tu sais, j'ai pas changé quoi que ce soit de mon alimentation nécessairement. Mais tu sais, je pense que ça dépend aussi les objectifs que chaque personne ou chaque participante se mette. Leur mode de vie aussi. Exact. Avant. Là. Puis comment tu as combiné travail et vivre ton trip? Parce que on en a parlé un peu tantôt, mais concrètement, là. Oui. En fait, là-bas, on avait des moments... Tara, notre relationniste qui nous a amenés là-bas, elle nous a permis d'avoir des moments isolés avec la fondatrice qui s'appelle Géraldine. Fait qu'on a pu avoir un moment avec elle pour faire comme une petite entrevue, échanger avec elle, poser des questions sur l'historique aussi de tout le Rose Trip qui appartient à Désertour. Puis aussi comment ils ont mis en place le
parcours du Cap-Vert parce que c'était la première année. Fait que comment ils se sentaient, comment ils entrevoyaient ça. C'était la première fois aussi qu'ils faisaient, comme je le disais tantôt, mais je l'ai pas dit pour les autres destinations, mais nous, c'était dans un resort, mais les autres destinations, c'est dans un bivouac. Fait qu'en tout cas, il y avait beaucoup de nouveautés aussi, créer des nouveaux partenaires. Fait que c'était vraiment intéressant de discuter avec elles. Puis ça aussi, c'est que ça nous donne du jus pour nos articles. Puis comment ils créent les parcours? Oui, ben en fait, ça a pris 2 ans de préparation. Oui, C'est ce que Julien, celui qui nous a formés, nous disait. Lui, c'est le directeur sportif, fait que c'est lui qui va, avec une équipe, là, il va sur place puis il teste. Fait qu'ils vont vraiment le faire, le parcours. Puis ils font comme du démarchage, là, puis ils s'entretiennent aussi avec les gens là-bas pour savoir, OK, tel type de terrain-là, est-ce que vous pensez que là, ça serait possible? C'est aussi d'obtenir des permis pour faire ça. Oui, parce que ça doit être, mettons, des parcs nationaux, comme faut qu'ils puissent accéder à ces... C'est ça, s'il y a des aires protégées, par exemple, ou tu sais, c'est quoi les lois dans l'autre pays et tout. Fait que, fait qu'il y a beaucoup de phases de tests. Fait que nous, on était vraiment le test officiel ultime avec la première édition. Mais fait que c'est 2 ans de travail ardu, de beaucoup d'allers-retours. Plus facile de le faire de la France, là, vu que c'est plus proche en vol d'avion pour eux. Mais fait que... C'est une équipe de combien de personnes environ quand ils mettent ça sur place? À temps plein, sur le Rose Trip, je sais pas sont combien, mais sur place, je suis pas mal certaine qu'il y a une 50aine de bénévoles. Ouais, puis il y a des équipes externes aussi qui sont là pour filmer le contenu, prendre des photos. Ils sont vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est des bénévoles. Fait que, tu sais, vous pourriez, si vous voulez, devenir bénévole, genre, je pense en communiquant avec l'organisation et tout. Fait que ça une 50aine. Ben oui. Ben oui. Aller au Cap-Vert. Aller au Cap-Vert, donner de l'eau aux participants. Exact. Ouais. Puis, tu sais, là, vous avez eu la chance de rencontrer la fondatrice. Oui. Puis, sinon, c'était quoi d'autre ton travail là-bas? Ouais. Merci de me ramener. Tu sais, moi, c'est ça. C'est très... moi, mon média, c'est plus lifestyle. Puis de parler vraiment de mon vécu, mon expérience, puis de parler de l'organisation, évidemment. Contrairement aux 2 filles avec qui je le vivais, qui, elles, c'était plus... je pourrais dire journalistique, tu sais, très avec des témoignages, même des participantes. Ce que moi, j'ai pas fait. J'ai pas fait d'entrevue avec les participantes, mais c'est quelque chose que mes collègues ont fait. Mais moi, c'est ça, vu que c'est plus lifestyle, je me basais beaucoup sur créer du contenu. Tu sais, je savais, moi, que j'allais avoir une vidéo recap. Puis moi, en tête, ma vision, c'était, OK, j'aimerais ça faire 2 vidéos de vlog, partie 1, partie 2, jour 1, jour 2, voici comment ça s'est passé, jour 2, jour 3, voici comment ça s'est passé. J'avais comme une vision avant de partir là, de tout ça. Fait que, je savais que je voulais parler devant la caméra, dire voici ce qui s'est passé. Après, vraiment amener les gens avec moi pour donner comme un insight de qu'est-ce que c'est vivre le trek. Puis une fois là-bas, mon travail, c'était de justement conjuguer mon travail avec ce qui se présentait à moi. Fait que, finalement, j'ai pas fait de vidéo en 2 parties. Je l'ai fait en une partie parce que je trouvais que c'était plus pertinent. Mais c'est ça, c'était d'immortaliser des moments, filmer sur le parcours aussi à différents moments, puis de faire aller mon petit radar pour savoir, OK, qu'est-ce qui vaut la peine d'être mis de l'avant et pas mis de l'avant, prendre des photos aussi. Puis c'était aussi de garder en tête que, bon, c'est ça, j'avais une vidéo à faire, puis un article. Fait que je prenais souvent des notes aussi de, OK, là, jour 1, je me suis sentie comme ça. Aussi, quand j'ai parlé avec Géraldine, par exemple, OK, telle information, c'est super pertinent, il y a tant de participantes. Puis après, tu peux tout intégrer ça à ton article. Exactement. Oui, tout intégrer à mon article. Puis, si j'oubliais une info, par exemple, là, la relationniste était là aussi en aval après pour nous fournir l'information si jamais. Mais Est-ce que tu as trouvé ça difficile de combiner ça? Parce que, tu sais, comme tu disais, physiquement, c'est un défi. Oui. Mentalement aussi. Mais là, d'ajouter quand même ton travail. Tu perds de vue que tu es là pour le travail. Oui, c'est ça. Puis que, tu sais, faut qu'à travers, penser à tout ce que tu dois penser, il faut aussi que tu penses à créer du contenu pour le travail. Oui. Puis il faut savoir aussi qu'en temps réel, moi, je publiais des stories sur Stylo Voyage aussi. Fait que c'était des recaps de mes journées. Le Wi-Fi était très limité aussi sur le site de l'hôtel. Fait que là, il fallait que je me mette à un endroit précis pour faire mes stories. Fait que c'est aussi un travail de faire un tri. Qu'est-ce qui est pertinent à publier en temps réel? Aussi susciter l'intérêt pour qu'après, les gens aient envie de voir la vidéo puis lire l'article. Puis c'est ça, c'est quand même demandant là, de conjuguer travail avec le voyage. Oui, c'est un voyage, c'est incroyable, c'est une expérience, mais c'est ça, il faut garder en tête que je suis là pour le travail puis qu'il y a un devoir à faire, c'est-à-dire de
c'est aussi de comme un peu garder la posture professionnelle, justement, quand j'interagis avec, par exemple, la fondatrice, Julien, le directeur sportif, les autres participantes aussi. Puis, tu sais, il y avait aussi un côté intéressant parce qu'il y avait d'autres Québécoises. Puis, on a fait comme 2 petits rassemblements avec les autres équipes québécoises. Puis, là, on se faisait présenter comme les médias, qu'on allait comme en parler et tout. Fait que, tu sais, c'est d'échanger aussi avec les patientes, puis oui, prendre le pouls de elles, comment qu'elles le vivent. Parce que moi, je disais que c'était moins aussi axé sur des témoignages, mon article, mais c'est quand même important de prendre le pouls pour après faire parce que oui, c'est mon expérience, mais c'est aussi une généralisation de comment ça se vit. C'est ça. C'est vrai que je pense juste à toi qui a fait une installation. Ouais. Puis je suis comme. Qui mais doit pour poster vrai, des stories, pareil. Ouais. Honnêtement, je suis brûlée pour toi. Poster des stories en train de pleurer. là. Oui. Mais j'avais fait une installation en allant, en montant le volcan à Catenango, là, au mon Dieu, Guatemala. tu l'as fait. Mon Ouais, rêve. après le fuego, là, pour vrai, je vomissais, j'avais tellement mal à la tête. Tu sais, je pense que c'est un mélange de comme altitude, insolation, Oui, marcher comme toute la journée et tout ça. Puis moi, quand je suis revenue au camp, je suis allée me coucher. Là. J'aurais pas pu faire de story, j'aurais pas pu aller demander aux gens comment ils ont trouvé leur expérience. Pour vrai, j'étais juste plus là. Mais honnêtement, je comprends. Puis la première journée, il faut dire que j'ai publié quand même mes stories en décalage. Fait que la première journée, je l'ai pas publié. J'ai commencé comme le lendemain. Fait que j'étais comme, bon, je vais me laisser respirer là, quand même. Il y a le travail, mais après, il y a aussi notre santé mentale et la capacité humaine. La santé physique aussi. La là, santé comme, physique, c'est ça. Mais tu sais, ça m'a fait penser à quelque chose de quand même drôle là, parce que quand c'est ça, j'ai fait comme mon installation, j'ai pris un moment pour moi. Là, je pleurais, je me suis laissée pleurer. Tu sais, vider les émotions, c'est important. Puis on est retourné au visionnement du JT que je disais tantôt, le téléjournal. Fait que je suis allée rejoindre mes coéquipières. Tu sais, j'avais genre mon capuchon, j'étais vraiment comme j'allais pas bien. Puis c'était le soir où c'était notre équipe qu'on devait se présenter avec le micro. J'étais comme, hey, sérieux, là, ça peut dire comme demain à la La fille a tous les yeux bouffés, là, genre. Fait que là, finalement, c'est ma collègue qui a pris le micro. J'étais comme, bon, super, tu sais, parfait. Ça me tentait vraiment pas de parler. Puis j'avais l'impression que, justement, j'allais vomir si je parlais, tu sais. Fait que c'est ça, c'était comme d'être là, puis en même temps, bon, je me suis aussi essayé de me respecter aussi là-dedans. Puis, tu sais, je sais que ma gestionnaire aurait pas voulu que, genre, je me brûle non plus davantage pour le travail après cette installation. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, en termes de voyage de presse, là, tu sais, toi, tes dépenses sont payées là-bas, mais est-ce que tu es payé, toi? Tu sais, as-tu un salaire en étant là-bas? Ben moi, j'ai un salaire annuel, fait que il n'y a pas de plus ou moins nécessairement quand je suis en voyage de presse. Si je suis payée, moi, ben c'est ça, salaire annuel, puis comme la semaine. Okay. Si le voyage de presse adonne que c'est un week-end, j'ai pas comme de salaire supplémentaire ou quoi que ce soit, mais c'est un grand bénéfice là, de voyager comme ça. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que là, jusqu'à maintenant, depuis que tu travailles pour Silo 57. Silo 57, T'as fait combien de voyages de presse? J'en ai fait j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Là. Ça faisait comme 1 mois et demi que j'étais sur Silo, puis on m'a envoyé à Dubaï. Fait que ça, c'est mon tout premier voyage de presse. C'est fou, ça, comme voyage. Ah, mon Dieu, oui. Puis tu sais, c'est le genre de destination. C'est ça que j'aime des voyages de presse. Tu sais, mettons le trek, je pense pas que je me serais inscrite par moi-même. Je sais pas si j'aurais eu le courage, si j'aurais découvert ça par moi-même. Si j'aurais ou si j'avais découvert. Si j'avais. Non, mais je sais pas si j'aurais découvert ça par Mais moi-même. c'est vrai que ça se dit mal, hein, si j'avais découvert ça. Si j'avais découvert ça, mais c'est vraiment si j'avais. Oh mon Dieu, quelle honte, je dis jamais si j'aurais en plus coupé, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, Dubaï, c'est la même chose, là. Fait que ça me permet de vivre des expériences que j'aurais jamais vécues autrement. Fait que Dubaï, j'ai fait un road trip à Portsmouth, qui est une petite île portuaire aux États-Unis. J'ai aussi fait un road trip en Arizona. Fait que ça, j'étais vraiment par moi-même, les 2 road trips. Il n'y avait pas de relationniste qui était avec moi. On me confiait l'itinéraire. J'étais attendue à des endroits, puis je me conduisais d'un point A au point B. Fait que c'est un autre type de voyage aussi qu'on me fait découvrir. Puis j'ai aussi des repas PR avec des responsables de l'Office de tourisme aussi pour pouvoir discuter avec eux, poser mes questions. Fait que c'est comme un amalgame de plein d'activités puis de rencontres aussi avec des gens de là-bas pour me nourrir pour mes articles. Fait que j'ai fait ces 2 autres-là. J'ai aussi fait un voyage à Valence. C'était dans le cadre de l'inauguration d'un nouveau vol avec Air Transat Montréal-Valence, un vol direct. Fait que ça, c'était au printemps dernier. Puis peu de temps après, j'ai eu le trek aussi. Fait que je dirais c'est 5 dans le fond. Ouais. Puis d'autres petites en 2 ans expériences quand même, aussi. là, Ouais, en 2 ans. Ouais, c'était fou. Ouais. Puis tu sais comment ça fonctionne? Mettons qu'on prend Dubaï, là. Ouais.
raconte-nous comme du début jusqu'à la fin, le avant, pendant, après. Là. Ouais. Ben, premièrement, on reçoit le courriel. Là, c'était l'agence qui représente l'Office de tourisme de Dubaï qui nous a contactés parce qu'ils souhaitaient démarcher auprès des médias plus canadiens pour amener les gens canadiens dans leur pays. Il y a comme une vague. On dirait qu'on a vu quelques influenceurs là, qui sont partis. Oui, il y avait Abu Dhabi, beaucoup, Dubaï, même Oman, je pense. En tout cas, il y a eu une vague. Puis, ouais, j'étais comme dans leur offensive. J'ai aussi vu beaucoup de pubs à la télé de Dubaï. Fait que c'est ça. Dans le fond, ils commencent par nous faire une première approche par courriel. Puis là, nous, on juge est-ce que c'est d'intérêt pour Silo, pour aussi le lectorat de Silo. On pose aussi un peu plus de questions sur l'itinéraire pour savoir comme qu'est-ce qui nous attend, puis justement, encore une fois, si ça s'aligne. Fait que c'était ça. Puis moi, c'était vraiment cute, là, le moment qu'on m'a comme annoncé que je faisais le voyage, vu que c'était mon premier. On m'a comme fait deviner c'était quoi la destination avec des petites devinettes de ma gestionnaire. Elle m'a fait deviner. Fait que c'était cute. Mon Dieu, j'ai capoté ma vie quand on m'a annoncé ça. Puis je l'ai su comme en janvier, puis je partais fin février. Fait que, tu sais, c'est souvent très peu de temps avant de quitter qu'on sait qu'on part en voyage de presse. Puis on obtient notre itinéraire final et nos billets d'avion. Des fois, c'est 2-3 jours avant le départ. Ah ouais. Okay. Fait qu'il faut vraiment lâcher prise, puis on sait qu'on est pris en charge, puis ça va, mais ça travaille le lâcher prise. Fait que c'est ça, une fois que là, j'ai reçu mon itinéraire, mon billet d'avion, ben là, moi, je me fais une rencontre avec ma chargée, j'arrête pas de dire chargée, mais je veux dire chef de contenu voyage. Puis, on discute en fonction de l'itinéraire. Ah, OK, ben ça serait pertinent. Il y aurait peut-être une vidéo qu'on pourrait faire avec telle activité. Tu sais, par exemple, je sais qu'on allait voir, tu sais, le fameux palmier, là. Dans l'eau à Dubaï. Là, fait que c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comme type de contenu? Je savais aussi que j'allais faire un petit tour dans le désert. Fait que, OK. Fait que là, je me crée comme, moi, je me prends tout le temps, je pars en voyage de presse avec une note longue de même dans mon cell, avec, OK, vidéo, planning, comme option 1, option 2, option 3, article, mes angles. Je sais c'est quoi mes angles. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup de travail en amont de, c'est ça, se faire une tête, en fait, puis de se familiariser avec l'itinéraire pour une fois arriver là-bas puis être comme prête et avoir l'esprit encore plus ouvert sur ce qui se présente à nous. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, moi, ma boussole interne, c'est vraiment mon émotion là aussi. Là, fait que c'est ce qui me permet de juger si je juge finalement que, est-ce que cette idée de vidéo-là que j'avais eue, finalement, c'est-tu bon ou pas? Je l'ai vécu. Est-ce que ça m'a vraiment fait quoi en dedans de moi? Fait que... Tu vas pas nécessairement comme partager dans tes articles ou dans les réseaux sociaux, quelque chose que au final, tu sais, que tu avais prévu à l'avance faire, mais qu'au final, il t'a pas fait vibrer tant que ça. Là, non, c'est ça. À moins que dans l'entente au préalable, ce soit entendu que je doive le mentionner dans l'article. Là, ça va être un beau défi pour moi de trouver une façon pas de le tweaker, mais comme de vraiment être... je suis tout le temps transparente dans mes recommandations et tout, mais comme de le mettre de l'avant d'une façon à ce que... ça représente ton expérience pour d'autres personnes aussi. Oui, alors que ça. peut-être que pour toi, c'était moins intéressant, mais pour d'autres personnes, ben, ça absolument, va l'être. Là. Absolument. Fait que ça se passe comme ça. Fait que là, une fois qu'on part, moi, j'étais la seule dans ce voyage-là. J'étais la seule qui partait de Montréal. Les autres étaient de Toronto. Fait que là, je suis partie toute seule. Je suis arrivée à Dubaï. Je suis arrivée à l'hôtel. Quelqu'un t'attendait avec ton nom? Oui. OK. C'est la première fois aussi que je vivais ça. Quelqu'un m'attendait avec mon nom. Et je suis embarquée dans l'auto, puis on m'a amenée à ma chambre d'hôtel. Puis quand les autres sont arrivés, là, c'est comme la grande rencontre aussi de d'autres journalistes, mais là, c'était des médias anglo de Toronto. Fait que là, c'était full intéressant aussi de discuter. Puis encore une fois, c'est d'apprendre à connaître d'autres personnes, d'autres façons de fonctionner. Fait que ça se passe comme ça. Après, puis c'est très turbo, là, tu sais, ce voyage-là. Je suis restée 3 nuits, 4 jours. Mais tu sais, c'est un vol de 12-14 heures. Ouais. Fait que c'est ça. Puis pour ce voyage-là aussi, c'est dans ce que je disais, ma liste de vidéos potentielles. Je savais pas si j'allais être en classe économique ou en classe affaires. Je savais que je volais avec Emirates, qui est comme la meilleure compagnie au monde. Puis, fait que moi, je m'étais dit, OK, ben je vais faire une vidéo de j'ai testé un vol en classe affaires si je suis en classe affaires. Vol d'aller, j'étais en économie. Fait que je suis OK, parfait. Fait que peut-être cette vidéo-là, je suis pris pour la faire. Puis finalement, à mon retour, j'étais en classe affaires. Fait que là, j'ai pu faire une vidéo. Fait que tu sais, c'est aussi, tu sais, t'es fatigué, tu as vécu un voyage intense, mais là, je prenais du contenu aussi dans l'avion, c'est malade, là, on se le dit. Mais c'est ça, fait que... Puis qu'est-ce qui fait que t'étais en classe affaires? Vu que j'étais un média. C'était la relationniste qui organisait ce voyage-là qui avait réussi à me surclasser
pour pouvoir vivre l'expérience. Puis eux, dans le fond, c'est que ça leur permet, vu qu'ils ont comme un partenariat, Dubaï a un partenariat avec Emirates, ben ça les avantages parce qu'il y a une mention de plus qui est possible de notre côté. Fait que ça l'a fait en sorte que j'ai fait 2 articles. Tu sais, j'ai fait un article qui est sur mon expérience en vol, puis sur Dubaï. Fait que c'est vraiment une recommandation de comme, je pense que c'était comme 15 choses à faire à Dubaï. Puis leur objectif, eux, c'était de montrer que Dubaï peut être accessible aussi comme un luxe accessible. Voilà, fait que là, c'était comme des activités qu'on vivait qui étaient justement plus accessibles. Fait que c'était intéressant aussi comme angle. Vraiment? Fait que c'est vraiment... C'est quoi les activités que tu as faites là-bas? J'ai fait, c'est ça, il y avait un petit tour dans le désert en genre de, pas un 4x4, mais une Jeep. OK. Fait que on était comme 6, je pense, dans le Jeep. Puis on nous amenait. Puis c'était comme un petit parcours. Moi, je l'appelle que c'était un petit parcours à la Walt Disney, là, parce que c'était vraiment... C'est ça, dans le petit Jeep, on nous amenait un premier arrêt. Là, on avait comme une cérémonie de thé. On était assis sur un tapis dans le désert. Puis il y avait comme quelqu'un qui nous faisait un petit spectacle avec un faucon. Là. Fait que c'était très, très Walt Disney, c'est ça. Puis après, on nous a amenés dans un genre de bivouac qui a été pas reconstruit, mais réimagé en fonction de comment ça se passait dans le temps des Berbères qui étaient dans le désert. Fait qu'on a goûté à de la nourriture traditionnelle, on a pu faire un tour de chameau. Il y avait aussi une dame qui faisait du henné sur nos mains, tout ça. Puis moi, j'avais déjà vécu aussi un tour de chameau au Maroc par le passé. Fait que, tu sais, ça me permettait aussi de comparer aussi l'expérience. C'est pour ça que je disais que c'est un peu à la Walt Disney, parce que c'était comme un tour inclus qui est idéal, justement, puis accessible pour des personnes qui veulent goûter à la culture, mais sans trop s'éloigner, par exemple, de la ville de Dubaï et tout. Fait que j'ai vécu ça. C'était aussi de découvrir beaucoup de bons restaurants là-bas, parce qu'à Dubaï, c'est, je pense, 80% des gens qui sont des expats. Fait que c'est pas nécessairement des locaux. Fait que la nourriture, elle est très internationale, diversifiée. Fait que tu goûtes à comme tellement de choses. C'est tellement fancy, raffiné. C'est super, Le rêve, super quand bon. même. Vraiment le rêve. Ben, mon Dieu, oui. Ça doit être bon. Oui, vraiment. Vraiment. On a aussi monté justement en haut de la tour pour voir le palmier, le fameux palmier dans l'eau. On a aussi fait un tour guidé de la vieille ville. On est allé visiter des souks. Puis on a pu goûter à genre des épices, plein de trucs typiques de la culture arabe. Fait que, c'était un amalgame de vraiment plein de choses. On a fait aussi un tour en barque. T'étais toujours avec ton groupe de journalistes? Toujours avec le groupe, c'est ça. Puis vous êtes tous dans le même mood de comme être là pour le travail, là. Fait que, tu sais, c'est le fun quand même, ça aussi, de partager là, vos tricks and tips. Vraiment. Puis le voyage qui m'a permis de plus partager les tips and tricks, c'était vraiment à Valence, parce que là, j'étais vraiment avec des créatrices de contenu que moi, je connaissais puis que je suivais. Puis que j'admire, là. C'était vraiment... Il y avait Mila Taillefer, il y avait Jeanne Rondeau du Charme, il y avait aussi Jess Megan, puis Nadé. Pas Nadé, voyons. Nidi. Oh mon Dieu, j'ai oublié son nom. Je me sens trop mal. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais une autre créatrice de contenu. Oui, une autre créatrice de contenu. En tout cas, il y a plein de vraiment chouettes créatrices de contenu. Fait que de les voir travailler à l'œuvre, puis de voir l'envers. Moi aussi, l'envers d'un voyage de presse que habituellement je vois sur les réseaux sociaux, mais que là, j'étais dedans. C'est ça, on se posait des questions entre nous. Puis c'était aussi c'était intéressant de voir que les filles voulaient se timer aussi pour qu'on soit tous rendus au même stade dans nos stories. Tu sais, parce que c'est plate si une fille est rendue au jour 4 puis que nous, on est encore au jour 1, tu sais. Mais c'était comme, tu sais, moi, c'est particulier parce que j'ai comme eu la carte, avec Slow Voyage, on a comme eu la carte de se rendre dans un voyage de créateurs de contenu, vu qu'on est présent aussi sur les réseaux sociaux puis qu'on fait du contenu vidéo, tout ça. Fait que c'était intéressant d'un point de vue que moi, je fais des articles, de voir, en tout cas, d'être témoin de ça. Puis c'est super nourrissant de. Puis qu'est-ce que tu as appris de ça, justement, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux versus le behind the scene? Bien, ça m'a confirmé à quel point c'est du travail de faire un voyage de presse. Ça demande de la rigueur. Puis, tu sais, quand on arrive à notre chambre d'hôtel, après notre journée, qu'on est debout depuis 9 h jusqu'à 9 h le soir, ben c'est pas terminé, tu sais. Tu fais ton tri de photos, tu publies des stories, tu travailles tes textes. Puis, je sais que les filles, elles, de leur côté, il y avait différentes ententes, par exemple. Puis, il fallait qu'elles publient aussi des photos en temps réel, comme des carousels, des vidéos pendant le voyage. Moi, c'était un article, fait que c'était différent. J'avais pas le même livrable. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Ça m'a confirmé que c'est ça. C'est beaucoup de travail, mais que
c'est extrêmement le fun, puis qu'on est extrêmement privilégié de vivre ça, puis que c'est comme... Ouais, des fois, on s'arrête à ce qu'on voit, tu sais, une vidéo, photo, puis on est comme, ah, wow, trop cool, mais... Ouais. Puis on pense Il y que a c'est tellement- facile puis que c'est rapide, puis C'est mais tu sais, ça. alors que Il y a non. tellement de là. trucs derrière. Non, c'est ça, il y a du travail. Puis, tu sais, souvent, tu sais, moi, j'en vois là, des créateurs qui font des voyages de presse puis qui publient en temps réel avec une voix off. Fait que, tu sais, je sais que, comme, tu sais, moi, quand je me vois là, faire de la petite voix off chez nous pour les vidéos de stylo, puis je me mets dans mon garde-robe, puis, tu sais, je sais que ça demande, là, tu sais, c'est beaucoup de temps, rédiger le script. Fait qu'il y a beaucoup de travail. Fait que c'est ça, mais très chouette. Qu'est-ce qui t'attend pour comme prochain voyage de Ouais. presse avec Silo? Oui, j'en ai pas encore un de prévu. Je m'en manifeste un prochainement. Mais personnellement, j'ai mon voyage en Grèce qui s'en vient dans une semaine. Fait qu'on peut te suivre, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Sur Silo Voyage, on peut lire tes articles puis voir le contenu que tu crées. Exact. Puis ta page personnelle, j'imagine. Oui. Quelle est ta page personnelle? Sans faucher. SANFAUCHER sur Instagram. Puis souvent, je relais, des trucs aussi de stylo voyage et tout parce que j'adore mon travail. C'est ça, tu dois poster beaucoup de contenu voyage aussi Ouais. et tout, fait que Exact. ça va être le fun à suivre. Oui. Fait que nous, on te suit déjà sur les réseaux sociaux, mais on invite tous les gens qui nous écoutent à le faire. Merci. Puis merci tellement, c'était super intéressant. Puis ça paraît que tu es passionné par ton travail, juste par ton regard. Fait que Merci. merci de nous avoir partagé ça. Salut. Merci.